Eh bien, je vous propose que nous reprenions notre session. On va se tourner maintenant vers les infrastructures gazières, les déploiements dans les territoires structurants pour le passage à l'échelle au niveau national. Bon, le réseau gazier a-t-il ces territoires hydrogènes? Pour créer ce marché de l'hydrogène, il faut des infrastructures permettant un lien entre les bassins de production et consommation, et puis aussi des liens entre les différents projets à l'intérieur de ces bassins. Donc l'architecture de toutes ces infrastructures s'organise peu à peu, et donc nous avons autour de cette table ronde Julie Pinel de GRDF. Julie Pinel, vous êtes chef de projet hydrogène chez GRDF. Et nous avons également François Martin de GRT Gaz, et vous êtes responsable de projet chez GRT Gaz. Alors, je vais vous laisser la parole dans une présentation qui est conjointe, où vous allez pouvoir un peu expliquer ce déploiement des infrastructures gazières, le pourquoi du comment. Je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Alors peut-être comme point de départ, ce qu'on voulait rappeler, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de la place du gaz dans le mix énergétique, les gaz renouvelables et bas carbone joueront un rôle important dans la transition énergétique. Aujourd'hui, le gaz, c'est un peu plus de 20% de la consommation d'énergie finale en France. C'est une part importante dans l'industrie, mais aussi dans le bâtiment. C'est un bâtiment collectif sur deux, et c'est un bâtiment tertiaire sur deux qui est chauffé au gaz. Et puis aussi parce que le gaz a une fonction très importante sur la résilience et la sécurité d'approvisionnement du système énergétique, puisque comme vous le voyez sur le petit graphe de droite, en hiver, quand on est sur des appels de puissance de pointe, le gaz joue un rôle de flexibilité très très important et sera amené à le jouer d'autant plus qu'on va sortir notamment du pétrole. Alors, la slide suivante, c'est ça? S'il vous plaît. Et du coup, dans ces gaz renouvelables et bas carbone, on retrouve effectivement l'hydrogène. Et en tant qu'opérateur d'infrastructure, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on essaie de trouver toutes les solutions pour permettre de valoriser les infrastructures de gaz et accompagner les projets d'hydrogène, leur développement dans les territoires. Pour ça, on travaille conjointement entre opérateurs de réseaux de distribution, opérateurs de réseaux de transport et plus largement en fait l'ensemble des opérateurs d'infrastructures de gaz sur 3 types de solutions. On a d'abord exploré ce qu'on appelle le mélange, donc le mélange d'hydrogène avec le gaz naturel. Côté distribution GRDF, on a été impliqué dans le projet GRID, qui s'est positionné sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque, qui s'est terminé en 2020 et qui a expérimenté le mélange d'hydrogène avec le gaz naturel jusqu'à 20% pour alimenter des logements neufs sur un quartier neuf. Nos cousins chez GRT sont, avec Terega d'ailleurs, présents sur le projet Jupiter 1000. Je ne sais pas, tu veux en dire quelques mots, François, pour le décrire ? Très rapidement, le projet Jupiter 1000, donc il est à Fos-sur-Mer. On y va avec un certain nombre de partenaires. Je ne les citerai pas tous. L'idée, donc, c'est de la production d'hydrogène à partir d'électrolyse et de mieux appréhender déjà ces sujets-là. Et une fois que l'hydrogène est produit, 2 voies d'intégration. L'intégration dans les réseaux gaziers et gaz naturel, pour étudier l'intégrité de nos systèmes en présence d'hydrogène. Et l'autre voie, qui n'est pas encore développée, et ça sera l'objet d'un développement futur, qui est de combiner l'hydrogène avec du CO2 et mieux appréhender le sujet de la méthanation. Donc recombiner l'hydrogène avec du CO2 pour en faire du CH4, qui lui, pour le coup, est parfaitement compatible avec nos actifs. Donc effectivement, c'est la deuxième voie que vous voyez ici et qu'on a appelée méthane de synthèse, sur laquelle, côté distribution, on est aussi impliqué puisqu'on accompagne chez GRDF des projets qui sont dans ce qu'on appelle le bac à sable de la Creux. Donc c'est un dispositif dérogatoire réglementaire qui permet de travailler d'ores et déjà sur l'intégration des nouveaux gaz renouvelables, dont le méthane de synthèse, dans les réseaux. Et puis on a lancé un certain nombre d'appels à projets de R&D dont je reparlerai après. Et enfin, la troisième voie, c'est celle effectivement des réseaux 100% hydrogène, donc conversion ou développement de nouveaux actifs, sur lequel le transport est un peu plus avancé. Donc François vous parlera juste après du projet Mosaïque, et sur lesquels, côté distribution, on prévoit de se lancer dans des expérimentations terrain plutôt aux horizons. Alors j'ai mis 2035, mais non, c'est 2025.
sachant que de toute façon, on va être sur des pas de temps de maturité un peu plus longs sur la distribution. Alors, j'ai une question avant qu'on passe à la slide suivante. On a parlé d'hydrogène, on parle maintenant de méthane de synthèse. On s'est habitué à parler de biogaz ou de biométhane. Alors, c'est quoi la meilleure solution quand on est le maire d'une commune ou quand on a une flotte captive ou je ne sais pas. Enfin, comment on s'y repère entre ces trois vecteurs? Alors en fait, pour nous déjà, je fais une première réponse et je laisserai François compléter. Alors déjà, les gaz renouvelables entre eux, ils sont complémentaires. Donc biométhane, on n'a pas parlé, mais il y a aussi de la pyrogazéification et l'hydrogène. Pour nous, il y a une complémentarité. Et ce qui est intéressant sur cette complémentarité, à la fois des filières et des solutions qu'on présente, c'est qu'elles vont permettre de répondre à la diversité des territoires. Donc, selon certains territoires, on sera plutôt sur du méthane de synthèse, notamment parce que, par exemple, on a et de la méthanisation qui offre du CO2 biogénique et de l'hydrogène, et que, du coup, pour des raisons de compatibilité des usages ou de volonté d'aller assez vite, on va passer par le méthane de synthèse. À l'inverse, on voit bien que quand le client final il a besoin d'hydrogène et qu'on est sur les gros hubs qui ont été évoqués ce matin, le réseau et l'infrastructure hydrogène va prendre tout son sens. Pas beaucoup plus à dire. Hein. Je pense qu'il y a un moment, il y a une histoire de marché aussi qui va se construire et le consommateur décidera, in fine, du gaz renouvelable, parce que si on parle bien de gaz renouvelable, qui sera le plus à même de répondre à ses besoins, avec quand même, et je rejoins parfaitement l'analyse de Julie, avec quand même une logique territoriale qui est, si vous avez du vent, vous avez du vent, si vous avez du soleil, vous avez du soleil, si vous avez de quoi méthaniser, vous avez de quoi méthaniser. Et parfois, vous avez les trois, donc tant mieux. Mais il y a quand même une logique territoriale avant l'imbrication de ces écosystèmes, où là, on mettra certainement en concurrence directe ces différents gaz avec une logique de marché pur. Alors, slide suivante, je crois. Oui, s'il vous plaît. Alors du coup, effectivement, nous, on voulait mettre un peu l'accent sur la méthanation. C'est vrai qu'après avoir expérimenté la voie mélange, on souhaitait davantage se focaliser sur cette solution-là côté GRDF. D'abord parce que ça nous paraît être ce qu'on appelle un quick win, ou en tout cas une solution qui peut être mise en œuvre rapidement pour décarboner et qui peut aussi être mise en œuvre rapidement pour faciliter le passage à l'échelle de certains projets hydrogène et les synergies avec la méthanisation, notamment dans ce qu'on va appeler les hubs territoriaux. Donc concrètement, la méthanation, c'est ce qu'a expliqué François tout à l'heure, c'est le fait de recombiner de l'hydrogène avec du CO2 pour en faire du CH4. Et donc ce méthane dit de synthèse, il est parfaitement intégrable dans les infrastructures de gaz et il peut être consommé sans changement sur toute la chaîne, donc que ce soit sur les infras ou chez les clients. C'est particulièrement intéressant en France parce qu'on a aussi un développement important de la méthanisation, on a cette chance. Et donc on va avoir dans les années à venir de plus en plus de CO2 qui est dit biogénique. Et l'intérêt de cette méthanation, c'est que finalement, avec une même quantité de biomasse au départ, dont on sait qu'elle est limitée et donc qu'il faut absolument l'exploiter au mieux, on va pouvoir produire encore plus de gaz vert que si on faisait simplement de la méthanisation, puisque ce CO2 qui aujourd'hui n'est pas valorisé, on va le valoriser dans du gaz. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est cette synergie possible tout de suite avec les projets hydrogène qui cherchent à passer à l'échelle et sur lesquels on a un peu évoqué la problématique de la poule et l'œuf. Il faut faire des électrolyseurs assez gros pour essayer d'optimiser les coûts et en tout cas les économiques de l'électrolyse. Et en même temps, il peut y avoir un différentiel de temps entre le développement de cette offre de masse et l'émergence de poules de demande suffisamment importantes d'hydrogène. Et du coup, ça, c'est vraiment des solutions synergiques intéressantes à aller chercher. La toute petite difficulté aujourd'hui qu'on a sur cette filière, c'est qu'elle ne dispose pas complètement de tous les mécanismes de soutien qui lui permettent de se développer. Et notamment, c'est une filière qui aurait besoin d'aide à l'OPEX, là où aujourd'hui, elle bénéficie essentiellement d'aide au CAPEX sur des guichets type ADEME. Les contrats d'expérimentation ne sont pas ouverts à cette filière. Et donc ça fait partie des sujets qu'on continue de discuter avec l'administration. Ce qu'on peut quand même dire aussi, c'est que comme on vient après l'hydrogène, donc on rajoute un step en fait de process. Et puis cet hydrogène, il a besoin d'un sourcing électrique bon marché, on va dire.
par rapport à un bio-CH4, enfin, il y a une économie quand même difficile à trouver. Donc, effectivement, la question du soutien, elle est primordiale. Mais est-ce qu'on peut arriver à aboutir quand même à des projets rentables? Oui, alors en fait, c'est toujours... Enfin, la question, c'est toujours... quand on regarde l'ensemble des économiques du projet, en fait, vu qu'on ne touche pas du tout à l'infra et aux clients, il y a des coûts qui ne vont pas exister par rapport au développement de l'hydrogène, puisqu'il n'y a pas besoin de créer de RAFA et il n'y a pas besoin d'investir dans des nouveaux équipements. Donc il y a un coût supplémentaire par rapport à l'hydrogène pur, ça c'est sûr. Mais par contre, toute la chaîne aval est disponible sans surcoût. Et puis de toute façon, à terme, quand l'hydrogène va se développer et va voir baisser ses coûts, ça va bénéficier à la méthanation. Donc aujourd'hui, ça coûte plus cher à produire que le biométhane. De la même manière que l'hydrogène aujourd'hui, il coûte plus cher que le biométhane aujourd'hui. Donc avec la baisse des coûts sur l'hydrogène, ça va coûter moins cher. Je vais juste revenir un tout petit peu sur la slide d'avant. Ouais. Ce qui est vraiment intéressant aussi sur cette filière, c'est qu'aujourd'hui, on a tout un faisceau d'acteurs français qui sont positionnés sur ces technologies. On en a mis quelques-uns sur la slide, mais on ne les a probablement pas tous mis. Il y a des centres de R&D qui sont compétents, donc c'est vraiment important de pouvoir permettre à cette filière française d'expérimenter, de faire des retours d'expérience sur les premiers projets. Vu l'enjeu climatique qui nous attend et vu les enjeux qui vont nous attendre à 2030 avec le nouveau paquet européen, là, avec un objectif de moins 55% à 2030, on pense que ce serait dommage de se priver de ces solutions qui sont vraiment au carrefour à la fois de la méthanisation, de l'hydrogène et de la décarbonation des territoires. Il y a de bonnes chances d'obtenir un tarif d'injection, enfin un feeding tarif. Alors c'est les trucs de bac à sable là, c'est les démarches de la Creux qui préfigurent ça en fait. Alors la Creux, elle régule des questions d'accès au réseau, elle ne traite pas des questions de soutien. Donc ça c'est plutôt côté des GEC. On espère en tout cas qu'il y a des formes d'aide à l'OPEX qui pourraient émerger sur ces projets. Est-ce que c'est des appels à projets? Est-ce que c'est des contrats d'expérimentation qui existent pour d'autres filières? Je pense que ça fait partie des discussions qu'on peut avoir avec l'administration sur les bons instruments. Mais de l'aide à l'OPEX qui correspondrait à un tarif d'achat, c'est indispensable pour que ces filières elles émergent. Et d'ailleurs, elles sont dynamiques, puisque sur la page d'après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même... plus d'une dizaine de projets, vous pouvez passer la slide d'après s'il vous plaît. Ah, il ne voit pas. Il y a plus d'une dizaine de projets dans les territoires sur le méthane de synthèse. Il y en a un certain nombre qui ont été retenus dans ce bac à sable de la Creux et donc qui vont être accompagnés pour expérimenter et permettre d'industrialiser les solutions d'injection, de raccordement. Et puis, donc côté GRDF, on avait aussi lancé un appel à projet R&D avec 3 lauréats qui sont donc le projet Storengy Iconé, la STEP de Perpignan et la STEP de Pau, qu'on va particulièrement accompagner sur ces questions d'injection de raccordement. L'objectif en tant qu'opérateur de réseau, c'est de favoriser aussi l'essaimage des bonnes pratiques, tout ce qui va permettre à la filière de faire baisser les coûts et de devenir la plus compétitive possible. Du coup, je vais reprendre la parole, merci Julie, sur donc un projet 100% hydrogène dans lequel GRTgaz est impliqué, donc un projet qui répond au nom de Mosaïque. Mosaïque pourquoi? C'est pour Moselle, SAR, hydrogène et conversion, on détaillera plus tard. Le premier message, c'est que c'est un projet transfrontalier. On discutera après de ce que ça veut dire. Quand on regarde des projets hydrogène, je pense que la première chose à regarder, et là je vois que je ne l'ai pas sur ma slide, c'est l'impact CO2. Toutes nos décisions doivent être prises sur l'impact de ces écosystèmes. Alors, ce matin, qui ont été nommés bassins, ça va mieux que cluster, mais en réalité, tout ça est la même chose. C'est des zones où on voit un alignement de planète autour de la production, de la consommation et un intermédiaire entre les deux. Donc, je parlais de CO2. Un écosystème comme celui-ci, on parle d'un abattement de 900 000 tonnes par an. Pour donner un titre de comparaison, c'est à peu près ce que va émettre l'ensemble des habitants d'une ville de l'ordre de 100 000 habitants. C'est-à-dire qu'en gros, vous neutralisez une ville moyenne sur un projet comme celui-ci. Des projets comme celui-ci, il y en a d'autres. Celui-là, il est intéressant parce qu'il coche un certain nombre de cases. Et pourquoi l'hydrogène se développe de manière massive
celui-ci expose bien les caractéristiques et je vais essayer de les détailler. Le premier point, c'est qu'il faut de la consommation. Ça paraît évident, mais l'hydrogène, aujourd'hui, c'est un sujet de qui va le consommer et qui est capable, dans son usage, de le payer ou est le plus proche de l'équation économique. Sur ce projet-là, on a 3 types de consommation, donc on retrouve à peu près les 3 domaines qui sont évoqués d'ailleurs dans le rapport initial qui a été cité ce matin. On retrouve de la consommation industrielle, avec un partenaire qui s'appelle Dillinger, donc qui est un acieriste en Allemagne. Consommation industrielle qui, en termes de volume, disons que c'est très supérieur à la mobilité. On reparlera après de la mobilité, de l'intérêt de ces écosystèmes pour la mobilité, mais disons qu'on est dans des consommations qui sont très supérieures. Alors pourquoi l'acier, en plus, c'est intéressant à Dunkerque, on a la présence de l'acier aussi, on retrouve dans le sud de la France. L'acier, c'est intéressant parce que l'acier peut d'ores et déjà intégrer de l'hydrogène à son process. Et dans cette équation globale, il y a certainement une valorisation de ce qu'on appelle l'acier bas carbone. De là à dire qu'on est sur l'équilibre économique, on verra après, on pourra donner quelques éléments là-dessus, mais globalement, c'est le type de consommation qui est massive et sur lesquels il y a probablement une valorisation de l'utilisation de l'hydrogène vis-à-vis du client final. Ensuite, on va retrouver des usages mobilité. Là, la mobilité, pareil, ça a été beaucoup évoqué dans l'ensemble des projets. La décarbonation de la mobilité lourde, tout le monde la souhaite, c'est un des rares segments qui aujourd'hui n'arrive pas à baisser ses émissions de CO2. L'hydrogène va apporter une partie de la solution, parce que évidemment quand on compare avec les carburants historiques, on a un abattement CO2 net qui est très clair. Aujourd'hui, par contre, ce domaine-là, le domaine de la mobilité, il est hyper concurrentiel, en particulier sur les transports lourds. Et donc là, ces écosystèmes-là ont l'intérêt d'apporter cette massification, donc de l'hydrogène pour l'industrie, avec des quantités qui sont non négligeables, et qui pourraient permettre d'atteindre des niveaux de prix pour la mobilité qui pourraient être entendables. Je crois que c'est Philippe Boucly ce matin qui parlait de 7 € du kilo. C'est à peu près ce qu'on a en tête. Si on atteint ces prix-là à la pompe pour des transporteurs, on pourrait, je parle d'OPEX là uniquement, on pourrait rentrer dans quelque chose qui est entendable. Il y a un surcapex des véhicules, c'est un autre objet, et puis il y a la disponibilité des véhicules. Mais globalement, ces écosystèmes-là amènent à la mobilité cette possibilité de bénéficier de production massifiée, avec soit des stations qui se mettent directement à proximité des infrastructures, soit des livraisons par trailer. Tout ça, ce calcul, c'est vraiment une logique économique. Une troisième typologie de clients, c'est la production électrique. Ce matin, je crois que ça a été baptisé énergie. Là, on a un partenaire qui s'appelle Hydrogène de France, dont le métier est de faire de l'électricité avec de l'hydrogène, via des piles à combustible. Alors certains, évidemment, ils auraient raison de dire prendre de l'électricité pour faire de l'hydrogène, pour le reconvertir en électricité, quel est l'enjeu ? Là, on voit apparaître une des propriétés fondamentales du gaz, et c'est pour ça qu'on parle d'hydrogène aujourd'hui, et c'est pour ça que électrifier l'intégralité des usages est impossible, c'est la capacité de stockage du gaz, et la capacité en particulier de gérer les saisons. Julie l'a montré, c'est très clair sur les graphiques, il y a une consommation énergétique qui est saisonnière, et sur laquelle on ne va pas construire une production adaptée au pic, ça serait complètement irrationnel. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser le stockage, alors des tuyaux, pourquoi pas, et possiblement de stockage. On a des cavités salines. Quand je dis on a une société comme Storengy aujourd'hui qui réfléchit dans cette zone-là, près de Nancy, à faire un stockage qui pourrait permettre de gérer cette saisonnalité et d'y mettre une valeur qui pourrait, dès lors, permettre de stocker les énergies renouvelables. Donc voilà, là on retrouve les trois grandes thématiques consommation. Ensuite,
consommation, il faut de la production. Donc la production, elle va s'adapter à la consommation. Et dans ce cadre-là, on est aujourd'hui avec un certain nombre de partenaires qui discutent. Il y a des discussions commerciales entre les consommateurs et les producteurs. L'objet n'est pas de discuter de ces sujets-là ici. D'ailleurs, c'est pas public, mais avec des électrolyseurs qui vont se raccorder à cette infrastructure et pouvoir permettre aux consommateurs d'avoir plusieurs offres tarifaires et donc avec tous les bénéfices que ça a. Enfin, et là, je vais plutôt plaider pour ma paroisse, le côté infrastructure. Donc, dans ce cadre-là, donc nous, GRTgaz, on est opérateur de tuyaux de transport en gaz naturel et on a certains actifs sur lesquels on peut les convertir à l'hydrogène pur. C'est le cas sur ce territoire-là. On regarde sur d'autres territoires en partenariat avec d'autres partenaires. Et là, l'idée, c'est d'utiliser nos actifs de transport et de les convertir à l'hydrogène. Alors ça, c'est un intérêt très clair sur le CAPEX. On est de l'ordre on divise par 3 la facture en termes de CAPEX. Et l'infrastructure, donc là, on voit les pipes qui sont en conversion sont les pipes en très plein. J'ai parlé d'un projet transfrontalier, donc on y va avec des partenaires de l'autre côté de la frontière. Et donc l'intérêt de ces infrastructures, et nous la philosophie qu'on en a, c'est des infrastructures ouvertes sur lesquelles les producteurs et les consommateurs sont libres de se raccorder avec une vision la plus transparente de sa commercialisation. Donc ce type d'écosystème, il faut aussi, je pense, citer donc la partie production. Donc là, il y a des partenaires qui sont H2V, Gazelle Énergie et Steag côté Allemagne. Et au-delà de ça, ce qu'il faut voir aussi dans ces écosystèmes, c'est qu'il y a un lien très fort avec les territoires. On est aujourd'hui avec cette vision assez ouverte et vous voyez, on donne un certain nombre d'éléments autour de cet écosystème. L'objectif est de donner le maximum d'éléments publics pour foisonner consommation et production. On a créé d'ailleurs une structure qui s'appelle la Grande Région Hydrogène, qui est un GIE européen, puisque là en plus voilà, il y a ce côté transfrontalier, dans lequel la volonté c'est de donner le maximum d'éléments avec les partenaires. On a voilà, une relation au territoire qui est très forte, avec le projet de territoire du Var-Naborien, avec la région Grand Est, avec la Sarre, avec le Luxembourg, parce qu'il y a des perspectives côté Luxembourg, puisque ça apporte aussi à ces territoires, ces infrastructures apportent une plus-value au territoire. On parlait de réindustrialisation. La réindustrialisation, ça passe aussi par amener à ces industriels des commodités comme l'hydrogène à des prix les plus compétitifs possibles. Dernier élément dont je voulais parler autour de ce projet-là, donc un peu résumé, ce qu'attendent les consommateurs et ce qu'on va retrouver dans ce type de projet, une massification avec un foisonnement et des volumes qui permettent de baisser les coûts, qui amènent une concurrence des prix. On n'en est pas à la transparence des prix comme ce qu'on voit sur les commodités comme l'électricité et le gaz naturel. On n'en est qu'aux premières briques. Et un enjeu qu'on aborde assez peu et je pense qu'il est essentiel pour nos consommateurs quand on discute avec eux, c'est l'idée de sécurité d'approvisionnement. Quand vous êtes industriel, évidemment que quand vous remplacez une commodité par une autre, il y a un enjeu très clair sur disposer de la commodité tout temps, tout terrain, et d'où l'intérêt d'avoir dans ce cadre plusieurs producteurs. Enfin, et puis parce qu'on est à Dunkerque, je pense que j'ai parlé de cet écosystème donc, qui est situé en Moselle, avec en plus là la partie allemande. Donc on voit les différences entre la stratégie française, la stratégie allemande, une régulation qui commence à se mettre en place en Allemagne, d'un côté français qui aujourd'hui on n'est pas à ce stade-là, donc il y a aussi ça dans ce projet-là, mais quand on se projette sur un territoire comme Dunkerque, on voit que les ports ont un certain nombre de points communs avec ces écosystèmes-là, avec une consommation industrielle, un besoin d'infrastructure et un positionnement de la production en fonction des consommations, et donc faire naître ces premiers écosystèmes massifiés permettra probablement de gagner en économie d'échelle. Et ces écosystèmes, celui-là, on fait tout pour qu'ils sortent en 2026. On pourrait voir une intégration de ces écosystèmes entre eux. Là, c'est un peu plus lointain. C'est ce que présentait l'étude Initio ce matin, avec probablement une intégration de ces systèmes-là un peu plus tardive, entre 2030 et 2040. Voilà, je crois que j'ai... Oui.
Est-ce qu'on pourrait dire, enfin, je ne sais pas si Philippe Bouclier est dans la salle, mais finalement, cette préfiguration des bassins, vous en êtes, enfin, ce projet Mosaïque en est l'illustration. Voilà ce qu'il faudrait, ce à quoi il faudrait arriver. Voilà ce que c'est qu'un bassin à la fois de production, de consommation d'hydrogène, avec les infrastructures qui viennent distribuer l'hydrogène à tous les points. C'est un peu ça, non? Alors là, on est dans la concrétisation parfaite de ce qu'on appelle un bassin. Effectivement, Oui, on oui, commence c'est à ça. avoir techniquement, on commence à avoir un certain nombre d'informations qui sont très claires. Et donc, la structuration de ces bassins, je parlais de mobilité, ça sert aussi à voir comment on peut agréger autour de ces bassins-là d'autres utilisateurs qui verraient un intérêt d'utiliser cet hydrogène. Donc, on est typiquement dans cette logique de bassin. Un sujet qui est induit par les bassins et dont on a assez peu parlé, c'est la logique de comment on finance ces bassins-là. Oui. Et là, peut-être, juste pour préciser, donc chaque projet a son périmètre, chaque projet va chercher ses financements, mais on voit qu'il y a un lien entre tous les projets. Aujourd'hui, peut-être dans les quelques difficultés qu'on a autour de ces bassins, c'est le fait d'embarquer tout le monde dans l'histoire et de faire en sorte que les financements aillent au bon endroit pour que l'euro public soit le plus efficace possible et que ces bassins puissent naître avec un financement qui ne peut pas être ad vitam aeternam, clairement, ce n'est pas l'objet, mais qui permettent de baquer le risque. On parle là de centaines de mégawatts de production, on est dans des écosystèmes, aujourd'hui ça n'existe pas. Donc il y a quand même, en termes d'investissement, voilà, les industriels qui y vont, voilà, c'est neuf, donc il faut financer ces bassins-là. Et l'important, c'est bien de montrer l'imbrication des différents projets entre eux pour que l'euro public aille, encore une fois, à l'endroit où il est le plus efficient pour que ces bassins-là puissent voir le jour, avec, dans cette logique-là, l'Allemagne qui est à côté, voilà, avec cette couche supplémentaire, avec des discussions franco-allemandes, avec des visions de pays qui ne sont pas tout à fait identiques aujourd'hui. C'est clair. Mais je pense que c'est très intéressant ce projet et que ça préfigure bien ce qu'il faudrait démultiplier, reproduire dans tous les bassins dont on a parlé ce matin en France. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet éclairage en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On peut les applaudir, bien sûr. Alors nous continuons, nous avançons et je vais appeler Mathieu Guéné, qui est président de la société Life. Et nous allons parler de distribution. On va continuer, mais sur un autre business model. Donc Mathieu Guéné, vous êtes président fondateur de Life. Bienvenue. Oui, vous pouvez enlever le masque, où vous voulez. On va peut-être même vous changer le verre, parce que voilà, ça vous pourrez boire, parce que nous on a les projos, alors il fait très chaud. Vous allez nous présenter le projet Vigo, qui est un écosystème hydrogène. Alors c'est ça qui est intéressant, qui est déployé sur 3 régions. Alors je vais vous laisser la parole parce que comme ça vous allez bien présenter le projet. Je crois qu'il y a une vidéo, mais on la lance quand vous nous le dites. Voilà. Alors il faut appuyer. Ouais, je pense. Bonjour Dunkerque, bonjour de Bretagne, et navré de ne pouvoir être physiquement parmi vous. C'est la vidéo. L'hydrogène à Lorient, cela a d'abord été une promesse de la campagne des municipales qui a vu l'élection de Fabrice Loher à Lorient, puis à la présidence de Lorient Agglomération. L'hydrogène vert, produit localement, à partir d'énergie renouvelable ou d'énergie fatale, est un élément majeur de notre stratégie, à savoir l'autonomie énergétique du territoire à l'horizon 2050, avec l'objectif de décarboner fortement nos mobilités et nos activités industrielles en particulier. Nous avons travaillé dès notre installation à l'émergence d'un écosystème territorial hydrogène. Nous avons depuis acté l'acquisition de 12 bus hydrogène d'ici à 2025, de 2 bateaux de transport en commun à l'échéance 2023-2024 et lancé les études d'implantation de 2 stations filles d'avitaillement pour ces usages. Une formation universitaire à Bac+3 embarquera des contenus hydrogène dès cette rentrée 2021 et une formation plus spécialisée verra le jour à l'ENSIPS, une école d'ingénieurs lorientaise, à la rentrée 2023 ou plus tard. Et nous n'oublions pas de préparer une offre de formation locale dédiée à la maintenance des systèmes hydrogène embarqués. Nous investissons par ailleurs dans le développement de notre technocampus, qui commence déjà à accueillir des entreprises œuvrant à l'essor du vecteur hydrogène. Technocampus également investi par des enseignants-chercheurs de l'Université de Bretagne Sud. Usage, infrastructure, formation, recherche, il ne vous aura pas échappé qu'il manque la production locale d'hydrogène dans l'écosystème que je viens d'évoquer. Life a été un interlocuteur de la première heure
Et après des échanges nourris et réguliers, il nous est apparu opportun de nous engager à ses côtés et avec Morbihan Énergie dans la réponse à l'appel à projet national ADEME, écosystèmes territoriaux hydrogène. Nous avons donc intégré Vigo et répondu communément à l'appel à projet en mars 2021. Vigo présente l'intérêt d'une ambition interrégionale qui suggère, par la mutualisation, une maîtrise des coûts, une maîtrise des risques, une éligibilité facilitée aux subventions, sans casser ou contraindre les dynamiques propres à chaque collectivité. Cela suggère également un déploiement structurant dans et au-delà des limites de notre territoire communautaire qui facilitera la démocratisation du vecteur hydrogène. Chacun mesure la difficulté qu'il y a à développer la filière complète du vecteur hydrogène en un temps contraint, à créer quasi simultanément la production et les infrastructures, à acquérir dans le même temps les usages. Le cadre du partenariat public-privé interrégional qu'offre Vigo est un cadre coopératif et raisonné qui, je l'appelle de mes voeux, facilitera le déploiement du vecteur hydrogène et contribuera efficacement à l'objectif prégnant de la décarbonation de notre économie territoriale. Qu'ajouter? Plein de choses sans doute. Merci Bruno. Donc c'est Bruno Paris. Bruno Paris, on n'a pas eu le temps de le présenter. Voilà, de Lorient qui s'exprimait. De Lorient Agglomération. Toujours intéressant d'avoir l'avis de ceux qui utilisent l'hydrogène. Donc là, c'était une collectivité. Il y a aussi des industriels. Et forcément, nous, on est convaincus de l'hydrogène. Comment ne pas l'être? La femme et l'homme sont des génies. On a inventé un carburant qui est produit à partir d'eau. Donc, on se rend bien compte, étant donné les challenges qu'on a d'ici 2030, la décennie qu'on vit, elle est extrêmement intéressante parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ça a un impact sur nos enfants et les enfants de nos enfants. Et donc, si on a inventé, si la femme et l'homme ont réussi à faire du carburant à partir d'eau, et puis si on utilise de l'électricité éolienne, c'est du vent, du soleil qui alimente tout ça, on est obligé d'y aller. On est obligé d'y aller et tout le monde l'intuite bien. Donc quand on prend, nous, notre petit bâton de pèlerin pour aller évangéliser autour de l'hydrogène, parce que quand on parle d'hydrogène, on a tendance à beaucoup jargonner, et donc il faut vraiment aller vulgariser tout ça auprès de tout le monde, auprès des PME, auprès des ETI, auprès des grands groupes, auprès des collectivités d'une certaine taille comme Lorient, des collectivités plus petites, des collectivités encore plus grosses. Tout le monde se dit il faut y aller. Par contre, pour y aller, c'est un bazar pas possible. C'est vraiment un bazar pas possible parce qu'il faut avoir la production d'hydrogène, il faut avoir les stations, il faut avoir les véhicules. Et sur chacun de ces sujets, il y a des problèmes à résoudre. Et après, ça ne marche pas tout seul. Il faut un coup de main. Un coup de main. Et ce coup de main, en France et sur les écosystèmes, c'est l'ADEME qui le donne. Le dossier ADEME, c'est très long, très lourd. C'est vraiment une spécificité. Et donc, on s'aperçoit que tout le monde va y aller, mais c'est le métier de personne. Nous, notre métier, c'est d'être producteur d'hydrogène. C'est pas d'écrire des dossiers. On n'est pas AMO, écriture. Une PME, son objet social, c'est autre chose que de faire des demandes de subventions et d'aller draguer Hyundai, Toyota, BMW, tous ceux qui investissent dans l'hydrogène, Renault, Stellantis, c'est pas son métier. Et donc, l'idée qui est derrière Vigo, c'est de se dire la PME qui a besoin d'un véhicule hydrogène, il faut qu'elle puisse l'acheter, il faut qu'elle puisse partir du Mans et puis aller à Lançon, aller à Angers, qui trouve de l'hydrogène, toujours vert, et puis une station-service. Et donc, nous, on s'est retroussé nos manches parce qu'on s'est dit, ça ne va pas se développer si on n'arrive pas à résoudre ce souci de comment on fait pour développer ça. Ça y est, on est tous d'accord. Et ça doit se faire de façon transrégionale. Parce que la PME du Mans, qui a ses commerciaux qui vont à Alençon, elle ne peut pas se dire, bon, bah voilà, moi j'achète un véhicule et j'ai des commerciaux qui vont rayonner sur la Sarthe et puis ils vont être obligés de s'arrêter en Sarthe, ils ne pourront pas aller en Normandie. Or, en Normandie, il y a des dispositifs différents, des dispositifs bretons et des dispositifs ligériens. Vous voyez ce bazar. Et donc nous, avec d'autres, vous le verrez sur la slide avec les partenaires, on s'est retroussé les manches et on s'est dit, allez, on le fait ensemble. Tous ceux qui veulent y aller, allons-y. Nous,
Alors, on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup d'enthousiasme, on est sachant sur beaucoup de domaines, et on y va ensemble. Tout seul, Comment on va on vite. crée le ensemble? Comment on cristallise 3 régions et, comme vous l'avez dit, autant de PME, autant d'acteurs qui pourraient s'adresser à l'un tel ou un tel? Est-ce que c'est les 3 régions qui décident d'y aller ensemble? Est-ce que c'est la région qui est moteur ou une des régions qui est motrice? Ou est-ce que c'est vous qui avez réussi à fédérer tout le monde? Comment ça se passe concrètement? Comme le disait Bruno, c'est vraiment un consortium Ouais. qui est solide et qui veut aller loin et qui veut durer longtemps, avec des gens qui ont des volontés. Donc en fait, quand on a la volonté, quand on a des bons projets, on y arrive. Et nous, on a mis beaucoup d'énergie. Et il n'y a pas de secret dans la vie. Pour réussir, celui qui réussit, c'est celui qui met le plus d'énergie. Donc nous, on a mis beaucoup d'énergie, on avait beaucoup de gens, on a une équipe formidable chez Life, et puis on a des partenaires que vous verrez, qui mettent aussi beaucoup d'énergie. On travaille très bien avec Engie, on travaille avec AODev, et on s'y met ensemble pour résoudre ça. Mais à un moment, il faut qu'il y ait un sachant qui aide. Lorient, par exemple. Lorient, c'est une collectivité avec des élus et des services qui sont très occupés. Ils ont beaucoup de sujets. Leur sujet, c'est pas que l'hydrogène. Donc il faut qu'à un moment, eux, ils vont mettre de l'énergie, mais il faut qu'on les aide. Et puis, comme le disait Bruno, il y a aussi une logique industrielle derrière. C'est-à-dire que si on a un site de production pour Lorient, et si celui-là est en panne, c'est bien s'il y en a un en Vendée pour amener de l'hydrogène en backup, parce que le bus ne peut pas s'arrêter et l'usager ne peut pas rater un rendez-vous parce qu'il n'y a pas d'hydrogène. Il y a une vraie logique industrielle derrière aussi. Donc il y a des trailers qui circulent entre les... Exactement, on fait de l'hydrogène livré. Et donc nous, on va mettre beaucoup d'énergie parce qu'il y a les grands groupes qui peuvent s'offrir des choses, mais on va aussi aller chercher les PME. Ça, c'est notre rôle aussi, aller chercher les PME. Il ne faut pas que l'hydrogène, ce soit la source d'une fracture écologique. Il faut que les grands groupes y aient accès, et les PME, les petites collectivités, et les collectivités moyennes, et les grandes collectivités. Et donc on va rassembler tout le monde de façon à ce que tout le monde ait accès à l'hydrogène, qu'il n'y ait pas de fracture écologique, et que ce ne soit pas uniquement l'apanage des plus gros. Et donc on va faire ça, et on va le faire de Brest à Dieppe, et de Dieppe à La Roche-sur-Yon. Et donc on arrive du coup à avoir un réseau de stations, on arrive à avoir de la disponibilité d'hydrogène, on arrive à avoir des clients. Et dans ce que vous me posez comme question, quel problème, quels enjeux. C'est ça, oui, aussi. Et ce que nous, on va adresser, c'est ça, c'est la disponibilité du réseau. Mais un gros souci qu'on a, donc on mentionnait le coût de l'hydrogène et puis dans l'intervention précédente, le surcoût des véhicules. Ces véhicules, ils ont un surcoût, mais il faut simplement y avoir accès. Et regardez ce qui s'est fait en Suisse. En Suisse, il y a sans doute un millier de camions qui va être déployé. Je pense que le constructeur qui a livré 40 camions, si on lui avait dit c'est un projet à 40 camions, il ne se sera pas déplacé de l'autre bout de la terre pour aller faire ce projet. Il faut avoir une certaine gravité, si vous voulez, une masse critique pour aller ensuite attirer, savoir négocier. Et quand on a, prenez l'exemple de Dieppe avec lequel on travaille, quand on va négocier 6 camions de ramassage de poubelles, ou quand on en négocie 50, 100, 150, dans un cas, si on en négocie 6, on est en train d'essayer de demander s'il vous plaît, livrez-moi un camion. Et dans l'autre cas, on est en train de négocier les prix. Oui. C'est plus le même rapport. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est ce qu'on souhaite démontrer sur l'ouest de la France. C'est ce qu'il faut faire partout. Et Valérie Bouillon-Delporte le porte depuis très longtemps, avec les initiatives massives, comme les initiatives des 1000 bus, par exemple. On sait que si on massifie, on va y arriver. Et là, on a des gens qui sont des industriels, des collectivités, qui veulent y arriver, qui veulent se mettre ensemble et qui veulent aller très vite, mais qui veulent aller loin. Et voilà, tout seul on va vite, ensemble on va loin. Et donc on va regarder les slides suivantes parce qu'il y a les partenaires, parce qu'on les a cités, mais autant les voir. La slide suivante. Oui, voilà. Je ne sais pas si c'est celle-là ou vous l'avez déjà présentée. Là, voilà, c'est ça. Voilà. Et vous voyez un peu le nombre de partenaires qui sont agrégés autour de Vigo et la diversité de ces partenaires. Il y a des noms que vous connaissez, il y a des institutionnels, il y a des PME, il y a des grands groupes, il y a des transporteurs. Donc on va de la voiture. Aujourd'hui, la voiture,
vous allez à la station, à la concession Toyota de La Roche-sur-Yon, vous avez déjà 2 Mirai, vous pouvez acheter assez simplement une Mirai. Nous, on a acheté une Hyundai à la concession de Nantes, mais par contre, aller acheter des BUM, aller acheter des bus, ça devient plus compliqué. Et je ne parle pas de camions. Et donc c'est ça qu'on arrive à faire ensemble, et c'est ça qui intéresse tous ces partenaires. C'est un consortium très ouvert, on accueille tout le monde et on aide tout le monde et tout le monde s'aide. Alors, quels freins vous avez aujourd'hui? Et puis, si on peut répondre très rapidement aussi, quelle perspective dans les prochaines années, on va dire 2024-2030, vous voyez pour le développement de ce projet? Le frein principal, c'est l'accès aux véhicules et les coûts de ces véhicules. Et donc, c'est là, en atteignant cette masse critique, qu'on va arriver à aller chercher des constructeurs, voire à les attirer, parce qu'aujourd'hui, il y a des constructeurs qui viennent nous voir pour prendre part à cette initiative. Et là, on parle de constructeurs français, de constructeurs allemands, de constructeurs néerlandais. Donc, ça a une certaine visibilité. Et donc, avoir accès à ces véhicules et le coût des véhicules. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi partager les bonnes pratiques. Et même entre les régions, c'est intéressant de croiser les regards, parce que vous avez un dispositif qui est national, qui est celui de l'ADEME, et après, les régions viennent mettre une surcouche qui est complètement différente, que vous soyez occitan, ligérien ou breton. Et donc, il faut y arriver, et c'est là où on va faire se parler les régions, de façon à homogénéiser aussi les aides, ou en tout cas à faire en sorte qu'une PME dans un endroit, à 50 km, il n'y ait pas une PME qui soit complètement en déséquilibre. Donc c'est intéressant, c'est un forum, mais au-delà du forum, c'est un vrai projet. Donc on est en mode projet, avec des comités de pilotage, avec des partenaires, avec des conventions, et on avance ensemble. Non, mais c'est très intéressant parce que c'est une autre manière de créer ces bassins dont on parle finalement. Peut-être pas avec des infrastructures canalisation, mais avec cette démarche de massifier les transports sur 3 régions. Ouais. Ben, en tout cas, ce que je comprends aussi, c'est que l'enthousiasme, la capacité de conviction est très importante pour arriver à faire un projet, et je crois que vous l'avez, donc merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous. Merci beaucoup. Bon salon. Voilà, on va continuer. Damien va nous rejoindre pour animer une session sur les flottes des collectivités. Donc, je lui laisse la parole. On peut mettre un jingle s'il faut. Merci Jean. Alors, on n'est pas beaucoup, donc je vais m'installer quelque part par ici. Heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes encore en forme. On est encore ensemble pour une grosse heure avec plusieurs sujets au cœur des thématiques qui nous animent, sur une partie qui va durer donc 1 heure autour des enjeux et des moyens à mettre en œuvre. Dans un premier temps, et pour une première séance d'une 20aine de minutes, nous allons aborder l'hydrogène comme un choix pertinent, plutôt dans le côté mobilité, pour le renouvellement des flottes de collectivités. Et pour ça, j'appelle Benoît Descamps, du SMTAG, qui est directeur de la communication. Benoît, bonjour. Le SMTAG, c'est un pionnier de l'hydrogène, on peut le dire. Donc, Benoît pourra nous donner un premier retour d'expérience. Et Amandine Allard et Stéphane Lobedet, dont Transdev et la région Normandie. Amandine Allard est directrice client Transdev Normandie. Elle pilote les équipes de marketing de Transdev Normandie. Et elle est en charge du développement commercial en Normandie. Stéphane Lobedet est fait partie de la direction énergie, environnement, développement durable de la région Normandie. Bonjour à tous les trois, on ne s'est pas encore croisés. Et Benoît, écoutez, j'aimerais commencer par vous parce que je pense que c'est vous qui avez le plus de recul aujourd'hui sur l'utilisation d'une flotte de bus à hydrogène. Effectivement, alors merci pour l'invitation. Donc j'excuse le président du Porge qui n'était pas disponible et que je représente aujourd'hui. Mais donc merci pour l'invitation et je vais vous présenter effectivement ce projet qui était novateur à l'époque.
J'ai écouté les allocutions tout à l'heure de territoires qui parlaient depuis 2016 de l'hydrogène. Effectivement, nous, on en a parlé dès 2016, on a mis en route dès 2019, fin 2019, ça tournait déjà. Donc, il y a une réelle volonté politique de verdir globalement le réseau Tadao et d'aller beaucoup plus loin dans ce verdissement que l'achat de simples bus hybrides avec la création de cette première ligne en France qui fonctionne à l'hydrogène. Peut-être vous présenter très rapidement le syndicat mixte des transports automobiles. Le nom commercial du réseau est Tadao. Donc notre territoire a une particularité, c'est qu'il n'a pas de ville-centre. On est le 7e réseau de transport en commun français avec 650 000 habitants desservis. Par contre, la plus grosse commune doit faire 33 000 habitants. On a 6 communes entre 25 000 et 33 000 habitants, mais un bassin de population et un territoire de près de 1000 km² qui fait qu'en termes de construction d'offres, on est sur un modèle unique en France. Et c'est ce qui fait de nous une particularité forte. Et donc ce réseau a été refondu au printemps 2019. 405 millions d'euros ont été investis pour créer 7 lignes de bus et haut niveau de service, donc sur 32 communes, 115 km de linéaire. Ça faisait près de 250 millions d'euros de travaux. On a changé le système d'aide à l'exploitation à l'information voyageurs. On a acheté près de 50 bus articulés d'un seul coup. Et parmi ce projet, sur les 405 millions d'euros, une enveloppe de 10 millions a été allouée pour le lancement de ce projet hydrogène. Donc, en fin 2015, début 2016, on parlait de lancer une ligne avec quelques bus. Très vite, on s'est tourné vers le fait de produire sur place nous-mêmes de l'hydrogène vert sur site pour avoir un écosystème qui soit complet et autonome, où on puisse faire fonctionner nos propres bus avec notre propre carburant. Donc, globalement, aujourd'hui, la ligne fait 13,4 km. On a investi dans 6 bus pour exploiter cette ligne. 5 sont nécessaires pour l'exploitation commerciale et un bus en réserve. Chaque bus fait environ 70 000 km par an, un peu moins de 200 par jour. Je ne reviens pas sur les qualités de l'hydrogène, on ne rejette que de l'eau, on économise près de 90 tonnes de CO2 par bus et par an. Et la station qu'on utilise aujourd'hui émet l'équivalent en oxygène de 56 hectares de forêt. Donc c'est quelque chose qui est très vertueux. Les élus ont eu le mérite d'y croire et ça s'est réalisé. Ça fonctionne aujourd'hui depuis près de 2 ans maintenant. Donc un petit mot rapide sur le retour d'expérience. On va le faire en 2 volets, côté station et côté matériel roulant. Sur la station, donc on est parti avec Engie et sa filiale GNVR qui nous ont accompagnés sur le projet. On est parti d'une feuille blanche, il n'y avait pas de cahier des charges à l'époque. Vous construisez une station telle que celle-ci, c'est à vous d'écrire l'histoire et de réfléchir le plus intelligemment possible avec... Faut que je me rapproche un peu. Le plus intelligemment possible avec les différents parties prenantes au projet. Je vais prendre un exemple très concret, mais quand on a construit la station, on nous a imposé de créer une dalle de récupération d'hydrocarbures là où on fait le plein de gaz. Oui, mais il n'y a pas de cahier des charges et la dalle qui se rapproche le plus de ce dont on pourrait avoir besoin est une dalle à récupération d'hydrocarbures. Donc on a la dalle la plus propre de France à ce niveau-là. Voilà, ça fait partie quand on dit essuyer les plâtres, clairement c'est ça, tout un tas de réglementations qui n'existaient pas et qui ont dû être créées, ou en tout cas où on a dû écrire les choses pour mettre en place ce projet. Donc, la station fonctionne, elle assure 3 jours de réserve aujourd'hui, ce qui nous permet de parer à d'éventuelles pannes. La station a très bien fonctionné. Si on fait une moyenne sur les 2 dernières années, on a quasiment, je dirais, 18 mois sans panne aucune et quelque chose qui fonctionne. Ça arrive qu'il y a des aléas. Le fait d'avoir des jours de réserve permet de pallier à ça. Et le système a été prévu pour être ravitaillé en tube trailer, le cas échéant, si une panne venait à durer. Mais grosso modo, la station fonctionne et remplit son rôle, ce qui est plutôt encourageant. C'est la taille globalement d'un gros terrain de handball. On a du mal franchement parfois à se rendre compte. On a reçu près de 1000 personnes en 2 ans sur le site qui sont venues visiter. Et certains d'entre vous auront le plaisir de le découvrir. Je leur ferai découvrir vendredi matin. Mais pour les autres, on vous invite à venir quand bon vous semble. C'est quelque chose qui est relativement simple dans la conception, une fois qu'on a le cahier des charges et qu'on sait ce qu'on veut faire, et globalement qui fonctionne. On a prévu l'emprise nécessaire pour rajouter une 3e cuve. Il est prévu d'agrandir cette ligne de quelques 6 km
L'idée a mûri parce que l'agglo s'est développé au cours de projet, mais la DUP était partie sur ce dimensionnement de ligne. Donc elle va être prolongée. Elle est prolongée physiquement là depuis le 2 septembre, mais les marchés étant ce qu'ils sont, on n'a pas encore les bus hydrogène pour maintenir ce fonctionnement en full hydrogène. Donc on a injecté quelques hybrides, mais sur cette partie-là initiale de 13,4 km, ça fait 2 ans qu'on fonctionne à l'hydrogène. Un petit retour sur le matériel roulant maintenant. Donc, on était 100% français sur la station avec Engie et McPhy qui fournissaient l'électrolyseur. Sur la partie bus, on est là aussi 100% français, donc Cocorico. Safra, donc constructeur albigeois, qui nous fournit le bus innovant en version hydrogène, et la pile Symbio, donc une filiale de Forestia et Michelin. Quand on a attribué l'appel d'offres et Safra a été retenu, le véhicule n'était pas homologué en France. C'est-à-dire qu'on a pris un pari risqué, à savoir de contractualiser avec un constructeur qui n'avait pas de véhicule homologué en France. Ce pari a été tenu, l'homologation a été obtenue en cours de projet. Le bus était homologué avec d'autres technologies moteurs. La pile était homologuée toute seule. On s'est dit que les deux ensemble, ça devrait coller. Et finalement, ça s'est joué comme ça s'est bien terminé. Par contre, on a accepté aussi le challenge. On est sur un constructeur à l'échelle moyenne par rapport au constructeur de bus. On a accepté le challenge de recevoir les 6 premiers véhicules jamais produits par Safra à l'hydrogène. Donc on parle vraiment de pré-série avec ce que ça sous-entend derrière. C'est-à-dire que le premier véhicule qui nous a été livré n'avait jamais roulé. Il venait tout juste d'être homologué. Et donc, quand on dit pré-série, ça sous-entend toutes les petites pannes et tous les petits aléas qui pouvaient survenir et qui sont survenus. Donc, on savait ce qu'on achetait. C'était un partenariat avec le constructeur et on a accepté. Effectivement, 2 personnels de Safra ont été délégués à plein temps sur le dépôt où sont stationnés les bus. Tous les jours, les bus revenaient, étaient connectés à l'ordinateur, on débriefait le parcours qui avait été réalisé, ce qui avait été, ce qui n'avait pas été, pour pouvoir optimiser le processus. Si aujourd'hui vous achetez un bus Innova H2, sa fiabilité est due à 95% au roulage qui a été fait sur notre territoire. Donc, non, on n'a pas réussi à faire circuler les 5 bus tous les jours sur le réseau depuis le lancement. On a connu des aléas, on a connu des pannes. J'aime à citer un exemple parmi d'autres, mais un ensemble de curseurs de sécurité qui sont dans le bus sont à régler et affiner pour trouver le meilleur compromis entre sécurité, fiabilité et exploitation du véhicule. Non, un problème d'étanchéité sur le moteur d'essuie-glace avant du véhicule ne doit pas mettre la pile en sécurité. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc ce sont tous des ajustements qu'on a fait en cours de projet, mais rien qui ne mettait en cause la technologie hydrogène du véhicule. La pile fonctionne, le véhicule fonctionne. On a fait quelques ajustements, des problèmes mécaniques sont survenus, mais rien qui, encore une fois, qui puisse nuire au projet et à cette belle réalisation. Donc, sur les 2 ans qui nous séparent, le retour d'expérience est que ça fonctionne. Mais non, on n'est pas sur les taux de fiabilité qu'on peut avoir sur le parc diesel ou sur le parc hybride qu'on a aujourd'hui, parce que c'est une technologie qui a une marge de progression énorme. Les constructeurs se lancent à corps perdu dans la technologie et on aime à penser qu'effectivement les véhicules et la fiabilité de ces derniers va aller crescendo pour atteindre ce qu'on a sur le reste du parc. Mais voilà, il faut bien commencer. On s'est lancé, on était les premiers, on savait ce qu'on faisait, on savait ce qu'on aurait. Et au final, ça reste une solution qui fonctionne, qui ne peut pas remplacer aujourd'hui l'ensemble de la flotte. On a 500 bus qui circulent sur le territoire. On est sur un prix qui est 3 fois celui d'un diesel aujourd'hui. On ne pourra pas, nous, changer les 500 véhicules du parc. Par contre, on se dit que ne pas supporter seul un investissement tel qu'on l'a fait pour la station de production et utiliser une station qui soit mutualisée. On a une grosse zone d'activité multimodale sur le territoire qui a en projet une station multicarburant et donc éventuellement l'investissement pourrait être porté par plusieurs partenaires publics-privés et on pourrait pourquoi pas développer le futur de l'hydrogène sur le réseau, non pas en investissant dans une nouvelle station mais en profitant de l'installation d'autres pour développer la solution hydrogène. Le futur de cette ligne, j'ai dit, c'est une prolongation qui est effective avec des bus hybrides en complément là sur le territoire.
pourquoi pas racheter effectivement 3 bus supplémentaires. Alors après, les délais des constructeurs en ce moment sont un peu tendus, mais pour effectivement rester en 100% hydrogène sur cette ligne. Mais voilà, vous le verrez pour ceux qui viennent vendredi, on est sur un véhicule assez atypique, on est sur un véhicule électrique. Pour rentrer dans le détail du fonctionnement du véhicule, on s'est rendu compte aussi qu'il était important de laisser le véhicule en veille en le branchant. Le véhicule part à 100% de batterie le matin. Il est en full électrique de 100 à 80%. Et quand on arrive à 80% du niveau de batterie, la pile à combustible se met en route pour maintenir ce niveau de batterie à 80%. Et quand bien même on aurait un souci avec la pile à combustible, qui serait mise en défaut ou en erreur par un quelconque aléa, on a encore la batterie électrique qui nous permet de rentrer au dépôt sans avoir besoin d'appeler un bus de réserve. Donc ça nous a sauvé pas mal de fois, où effectivement, quand le bus rencontre un problème, l'autonomie électrique de ce dernier, on est entre 80 et 90 km d'autonomie, permettait de finir le service, sachant qu'une journée, on est sur 200, donc on avait une demi-journée de réserve. Donc c'est quelque chose qui a permis de maintenir l'exploitation satisfaisante de cette ligne bus 6. Donc tout n'a pas été rose, c'était du sport pour mettre en place le projet dans les délais qui étaient les nôtres, pour faire fonctionner la station et les bus chaque jour. Ça reste un vrai challenge, mais voilà, on était pionniers en la matière et on n'a rien à vendre, on est démonstrateur. On invite quiconque qui le souhaite à venir pour se rendre compte effectivement ça fonctionne. Un dernier mot sur l'atelier de maintenance, où effectivement on est parti de zéro. On a construit un nouveau dépôt dans le cadre de la refonte complète de ce dernier. Donc celui-ci répond aux normes ATEX. Beaucoup de questions nous ont été posées sur l'adaptation d'un dépôt. Nous, on est parti d'une feuille blanche. Donc, à l'époque, combien on met de détecteurs hydrogène au mètre carré? Est-ce qu'on les met en hauteur? Est-ce qu'on les met au sol? Donc là aussi, pareil, en bonne intelligence avec les industriels, on a écrit un cahier des charges pour construire ce dépôt. Et aujourd'hui, il a le mérite d'exister. Tout peut s'améliorer, bien évidemment, mais sur le principe, il fallait bien écrire quelque chose pour débuter. Si on parle clairement des avantages et des inconvénients de ces 2 ans et de ce retour d'expérience, la production se passe très bien. Sur site, on est là. On n'a pas eu de problème de voisinage. On avait peur d'une levée de bouclier de certains usagers ou de certains riverains. Non, la question du risque ne s'est pas posée. On a très vite dédramatisé et sans forcément pousser la communication sur le sujet, parce que les gens n'ont pas vu ça d'un mauvais œil, et c'était plutôt bien. La distribution, on est sur une distribution rapide, on peut enchaîner la charge des 6 véhicules les uns derrière les autres. Donc en termes d'exploitation, pour les conducteurs, vous rentrez, vous branchez votre véhicule, l'automate fait le complément d'hydrogène, et après vous allez stationner votre véhicule, vous le branchez comme vous le feriez avec votre voiture électrique, et vous récupérez le lendemain matin un véhicule complètement chargé. Donc ça, c'est plutôt simple. L'autonomie était la bonne surprise de cette expérience. On va bien au-delà de ce qui a été annoncé par le constructeur. On était entre 330 et 380 données constructeurs. On a réussi à pousser le véhicule à 500 km. Alors pas en service commercial, mais voilà, on sait qu'on peut le pousser, qu'on a de la marge de manœuvre. Et ce qui se ressent aussi sur la consommation. C'est confortable. Voilà. On sait qu'on n'est pas ric-rac et on peut se permettre de dépasser un petit peu le kilométrage nécessaire. Et ce qui se ressent aussi à la pompe, ou si vous revenez avec 0 des 30 kg d'hydrogène dans le véhicule, vous devez faire un quart d'heure de plein. Là, on revient globalement avec la moitié de la charge d'hydrogène. Donc 7-8 minutes, vous avez fait votre plein, vous pouvez aller stationner votre véhicule. Pour l'exploitant, il n'y a pas de réelle différence entre un bus diesel auquel vous rentrez, vous faites le plein, vous stationnez, et le bus hydrogène. Donc ça, c'était plutôt sympa. La conduite, c'est un véhicule électrique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc là aussi, pour les conducteurs, certains ont vu ça d'un bon oeil, passer d'un véhicule diesel ou hybride à un véhicule électrique. Effectivement, la conduite n'est pas tout à fait la même. Et donc sur ce qui a été moins bien, donc je l'ai évoqué, les véhicules de pré-série avec ce que ça sous-entend pour des véhicules qui n'avaient jamais roulé en vrai sur le territoire. Et c'était plus des problèmes de communication entre la pile et le bus que des problèmes réellement liés à l'un ou à l'autre. C'était plus régler les curseurs pour faire en sorte qu'on ait une solution qui soit la plus satisfaisante possible. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ces 2 premières années. C'était un beau projet, un vrai challenge. Ça reste un projet qui est prenant tous les jours, mais qui reste une grande fierté pour le bassin minier et pour la région de France, d'avoir su impulser une dynamique qu'on retrouve aujourd'hui à l'échelle nationale. Félicitations à vous. Une petite question. Quel conseil vous donneriez à des gens comme vous qui aimeraient se lancer Persévérer, je pense que ça a été un des leitmotifs qui a animé les équipes pendant toute la durée du projet, mais effectivement pas baisser les bras. Des soucis, on en a rencontré des tas, j'en ai mis quelques-uns en exemple, mais voilà, c'était vraiment un challenge tous les jours, et le fait de garder ça en objectif, de réussir
un projet comme celui-ci, c'est vraiment l'abnégation et l'envie de réussir qui est le plus important. Après, ça s'est fait dans un projet global. Tout le monde ne peut pas mettre 10 millions sur la table pour se lancer dans l'hydrogène. Nous, on a inclus ça dans un projet qui était largement supérieur à ça. Donc, ça a facilité la création de cette ligne hydrogène. Mais si on a les moyens et si on a l'envie, globalement, c'est jouable. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Descamps. Et en contrepoint de la solution bus tout nouveau, tout neuf, qui sort des chaînes de production, mais peut-être pas vraiment. Vous allez nous en dire un peu plus, Madame Allard, Monsieur Lobedet, sur le choix du rétrofit pour la région Normandie avec Transdev. Okay. Oui, c'est bon, pardon. Alors, on va faire avec Amandine, on va faire une présentation à deux voix. Donc, je vais commencer par vous planter le décor de ce projet Nomade Car Hydrogène et par vous informer, mais je pense que beaucoup d'entre vous le sauront déjà, du caractère de la Normandie qui produit, de la caractéristique de la Normandie qui produit et consomme à peu près 300 000 tonnes d'hydrogène par an depuis plusieurs décennies, ce qui est à peu près un tiers du niveau national, du fait que la Normandie fasse partie en tout cas des pionniers du développement de la mobilité hydrogène au travers notamment du projet EasyMob qui a été conçu en 2015 et réalisé de 2016 à 2019. Programme d'amorçage de la mobilité hydrogène avec un système de réseau de stations au niveau régional et de flotte captive de véhicules qui viennent s'alimenter sur cette station, véhicules légers, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de solution véhicules lourds. Que sur cette base d'histoire avec l'hydrogène et de nouveaux usages qui étaient en train d'émerger, les élus régionaux ont voulu en 2017 capitaliser dessus et voulu formaliser en tout cas une stratégie régionale, ce que nous avons mené au niveau collaboratif avec les acteurs du territoire et ce qui a abouti en 2018 à l'adoption du plan Normandie hydrogène, qui est le point de départ, je dirais, de ce projet Nomade Car Hydrogène. À cela, vous ajoutez que ce plan Normandie hydrogène cible en particulier la mobilité lourde d'hydrogène comme sujet à développer, que dans ce secteur-là, nous avions identifié clairement le segment autocar, parce qu'on n'avait pas d'offre, on savait que des bus étaient déjà existants, etc., mais que le car était un inconnu dans le monde hydrogène. Il l'est toujours dans l'approche véhicule neuf, donc on a patienté, mais on a essayé malgré tout de continuer à garder cette idée. Que la région, ça vous le savez, les régions, et donc la région Normandie, sont autorités organisatrices de mobilité au niveau du transport scolaire et des transports interurbains. Que le transport en lui-même est un secteur qui est fortement contributeur en termes de gaz à effet de serre, de pollution atmosphérique, et la qualité de l'air est un enjeu fort en Normandie également. Donc plus le fait que nous ayons déjà une culture, entre guillemets, au niveau de la région, à essayer des choses nouvelles avec un autocar électrique, un autocar GNV, le train en colza, des choses comme ça. Tout ça, et dans la dynamique du plan Normandie hydrogène, on fait qu'un jour, finalement, Transdev est venu taper à notre porte. On se connaissait d'avant, mais en tout cas, est venu taper à notre porte pour nous proposer le projet que je vais laisser présenter maintenant par Amandine, avant de revenir sur ce que ça ouvre derrière pour nous. Je veux bien la slide suivante. Merci. Alors, Stéphane vient de brosser le panorama de la Normandie. Je vais à présent compléter par deux notions. Stéphane a dit que le car neuf hydrogène n'existe pas. Alors, c'est absolument vrai. Qu'est-ce qu'un car, qu'est-ce qu'un bus? Pour vous resituer le contexte, puisqu'il y a bien des bus neufs qui ont été livrés pour Lens-Artois-Gohelle. Donc un car, on est dans l'aire interurbaine, on circule assis, ceinturé. Un bus, on est dans l'aire urbaine. Donc le bus hydrogène existe, le car hydrogène n'existe pas. On a un premier indice qui se situe dans la loi de transition énergétique de 2015 qui indique aux collectivités que le remplacement de leur flotte, donc les nouveaux véhicules, doivent se faire vers des véhicules zéro émission. Pour les autorités organisatrices comme les régions, il est indiqué que ce sont des véhicules propres et pas des véhicules zéro émission. Donc les régions n'ont pas d'obligation en matière de renouvellement de flotte zéro émission. Propre, ça peut être du thermique Euro 6 ou bien du GNV. Voilà.
Donc le 13 mars 2020 est sorti le décret rétrofit. Donc c'est-à-dire que dans ce décret est indiquée la façon dont on peut rétrofiter, donc transformer un car existant et le transformer en électrique ou électrique hydrogène. Donc pour ça, eh bien, à minima deux notions, un car Euro 5 et un car de plus de 5 ans. Donc ce décret est sorti en plein confinement, on en a échangé avec Stéphane, la région, et on est parti tout de suite vers un véhicule qui est le plus courant dans la flotte Transdev et dans la flotte de nos concurrents, des autres prestataires de la région Normandie. Donc pour nous, il s'agit du car Crossway Iveco. Ce car, vous avez les chiffres ici, en Normandie, Transdev en opère 1750 et il y en a 200 à peu près qui sont de normes Euro 5. Pourquoi est-ce que c'est important cette notion? C'est parce que le coût du rétrofit, donc cette transformation d'un car thermique en car électrique et en l'espèce hydrogène pour la région Normandie et Transdev, eh bien c'est parce que les homologations et le décret du rétrofit imposent que ces homologations soient faites pour un type de véhicule. Et ces homologations coûtent cher, donc dès lors que vous en avez rétrofité un, eh bien le reste de ces cars et de ce type de véhicules auront un coût moindre puisque les homologations auront déjà été faites auprès de l'UTAC pour les services de l'État, le CNRV, qui homologue les véhicules pour aller sur la route. Donc, autre élément, c'est que la région Normandie a une spécificité qui nous a permis de proposer ce projet. À Évreux, il y a une station d'avitaillement de 50 kg. Donc 50 kg, c'était largement pour proposer à la Normandie d'aller s'avitailler sur cette station. Notre car sur la ligne express que Transdev Normandie exploite, Rouen-Évreux, parcourt à peu près 380 km par jour. Ça correspond à 6 allers-retours. Et ça permet de tester l'hydrogène en conditions réelles sur une distance longue. Un car électrique, pour mémoire, a une autonomie qui serait autour de 200 km. Alors, selon la typologie du terrain, selon que l'on y mette du chauffage ou de la clim. Et là, ce que l'on va chercher à montrer, c'est que ce car hydrogène, il pourrait avoir une autonomie 400-450 km. Donc, on a en plus une justification pertinente de l'utilisation de l'hydrogène sur une distance longue qui ne pourrait pas être réalisée par un car électrique simple. Donc cette ligne Rouen-Évreux, elle a tous ses avantages, donc l'avantage de pouvoir avoir cette distance longue. Cette station du siège 27 qui est basée à Évreux, c'est un syndicat d'énergie qui a cette vision, 350 bars, 750 bars, et puis 50 kilos par jour. Et puis la ligne, elle circule toute l'année. Donc le calendrier, on va le voir après, et la suite du projet. Donc on a commencé, on a terminé les premières démarches administratives en 2021. Et cet été, on a eu des premières expériences parce que l'objectif de cette expérimentation, c'est pas seulement de livrer un car électrique hydrogène à la région Normandie, mais c'est d'emporter tout un écosystème normand. Et c'est ce que vous voyez ici à travers tous les logos des partenaires qui nous accompagnent, parce que même si on n'a pas choisi un format juridique qui est celui du consortium, on est un ensemble de partenaires normands qui va nous mener des études scientifiques, donc sur les émissions de polluants, sur un cycle complet de la construction du car jusqu'à son recyclage des piles à combustible, et on va le comparer à un car thermique. On va tester sa durée de vie, alors ça on verra si on arrive à le mener, aller, on va dire, à 25 ans, peut-être moins, on n'en sait rien. Comment est-ce que va se conduire le châssis? On va mener des études sociologiques avec un laboratoire qui est à Caen, qui va porter sur, qu'en pensez-vous, mobilité lourde, hydrogène, vous, partie prenante, les habitants, les conducteurs, ceux qui habitent à côté de la station d'avitaillement ou ceux qui vont croiser le car. On va travailler aussi sur tous les aspects de propriété intellectuelle avec l'IDIT sur tous ces sujets-là. On a Attaway qui est la station d'avitaillement pour le siège 27 qui va nous régler
tous les sujets pour que le car soit avitaillé au mieux, la station qui compresse dans des temps utiles, etc. On a nos laboratoires, le CERTAM, qui a commencé cet été des premiers tests pour mesurer les émissions polluantes sur le car thermique et qui va servir après au bilan global environnemental que fera l'école d'ingénieurs l'INSA. Donc là, vous voyez par tous ces logos et prestataires que c'est un projet global normand. Et le rétrofiteur, c'est IBFH2, donc petit clin d'œil. Lui, il est basé à Amiens parce que dans notre sourcing, c'était celui qui était le plus avancé et qui nous permettait de tenir le timing que vous voyez en bas. Donc, c'est avoir une homologation en fin d'année, une marche à blanc au premier trimestre 2022 et des voyageurs à bord du car Rouen-Évreux à partir du deuxième trimestre 2022. Et puis, on va continuer à travailler sur les formations de nos conducteurs, nos agents de maintenance. On va travailler avec les SDIS, puisqu'en Normandie, les SDIS du 27 et 76 vont se former pour aussi pouvoir réagir à tout événement sur l'hydrogène. Donc, un projet complet de territoire. Est-ce que le rétrofit amène un gain financier au-delà du projet, puisqu'il n'y avait pas sur le marché, donc il fallait bien avoir quelque chose, mais est-ce que vous y retrouvez à partir d'une base existante financièrement? Parce que c'est important quand même. Alors oui, c'est important, mais je crois qu'au-delà d'un prix, oui, on est sur l'émergence de nouveaux métiers, oui, sur l'utilisation et la création d'usages pour ces plans hydrogène de la oui, Normandie. Donc c'est tout un écosystème qui se met en mouvement. Et je crois que c'est la région qui va répondre à cette question. Alors, ouais, effectivement, moi, pour tenter de répondre à la question, en tout cas, je pense que ce que Amandine a notamment évoqué sur la durée de vie du véhicule qui est prolongée grâce à ce rétrofit, déjà, ça, c'est un gain économique indéniable pour les entreprises de transport, comme pour la région qui est propriétaire de quelques véhicules, alors que sur la flotte globale, c'est un peu de propriété région et après des propriétés transporteurs qui sont en marché public ou en DSP. Donc, prolonger la durée de vie d'un véhicule, déjà, c'est de l'économie circulaire, c'est bien, c'est vertueux, on est dans le bon, je dirais. Ensuite, forcément, ça évite un renouvellement de véhicules programmé avant, donc on gagne du temps d'amortissement, etc. On évite un investissement nouveau en plus, donc c'est un gain également. Après, la question se posera sur l'exploitation. C'est une chose qui, pour l'instant, n'est pas réellement chiffré. Bon, ça c'est vrai. Et ça va dépendre directement du coût de l'hydrogène renouvelable qu'on va réussir à capter, à obtenir finalement d'un producteur d'hydrogène renouvelable. Puisque ça fait partie, à la limite je peux enchaîner sur le slide qui suit, puisque c'est dans la portée, dans les perspectives de ce projet-là. Il y a des choses très pratiques comme ce que je viens de dire, de la durée de vie du véhicule avec l'intérêt économique que ça représente. Il y a des choses également qui sont sur la participation à l'évolution du corpus réglementaire, ce que le président Boucli ce matin appelait aussi de ses voeux sur le levier réglementaire dans le développement de la filière hydrogène. Donc là, on est en train, Transdev va contribuer à ce que l'homologation soit obtenue et donc à ce que tout le monde en France, peut-être en Europe, je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas en France, puisse faire ce rétrofit d'un Crossway Iveco. Donc c'est pas rien, vu le nombre de véhicules de ce type qui roulent en France et déjà en Normandie. On a aussi une portée quand même qui est aussi intéressante sur les compétences de recherche. C'est-à-dire que ça valorise aussi des acteurs. Et donc dans la filière hydrogène, on pense souvent aux industriels, on pense souvent aux producteurs d'hydrogène, aux distributeurs, etc., aux gens qui fabriquent les stations, etc. Mais les chercheurs sont un maillon de la chaîne de valeur. Donc là, on arrive à valoriser des compétences françaises, bon, du coup normandes, mais françaises. Ce qui est un objectif fort aussi de la région Normandie, de réussir à mettre ce segment recherche quand même en contributeur direct au développement de la filière hydrogène. On a aussi un élément non négligeable, de notre point de vue en tout cas, c'est que on a le réseau Nomade Car en région Normandie, c'est 136 lignes commerciales.
20 millions de kilomètres faits par an. Donc vous avez, en imaginant une massification du nombre de véhicules, enfin un développement du nombre de véhicules, vous avez tout de suite un effet gain d'émissions de CO2 qui est aisé à visualiser en termes de tonnes évitées et donc d'impact direct sur la qualité de l'air et notre environnement et la transition énergétique. Au-delà de ça, c'est quand même aussi pour nous un point d'étape dans le cran d'au-dessus, qui est aussi un objectif de la Normandie, de travailler le sujet maritime et fluvial. On l'a vu, le président Boucli l'a dit dans la restitution de l'étude du manifeste de la vision de l'horizon 2030, pardon. L'axe Seine est identifié. L'axe Seine est une voie fluviale avec des ports maritimes, etc. Le Havre a été mentionné. Donc la région Normandie, c'est un sujet qu'elle veut travailler. Et pour nous, on est dans un step by step de développement des technologies. Le sujet rétrofit peut s'imaginer aussi sur des bateaux. Le sujet rétrofit est peut-être une étape peut-être indispensable finalement pour des raisons économiques, parce que le coût est quand même bien moindre que de concevoir et réaliser un bateau prototype, etc., etc. Donc c'est finalement une approche qu'au travers du CAR, on va adopter, enfin, on va en tout cas intégrer cette approche aussi pour le maritime et le fluvial. Et ça va nous permettre aussi donc, de faire évoluer, c'était déjà le cas, en tout cas dans les intentions, mais ça va nous permettre, selon le résultat, mais on est confiant, de faire évoluer nos appels d'offres sur les renouvellements de marché pour les lignes interrégionales et, in fine, sur le transport scolaire aussi. Hein. Mais on a quand même 3,5 millions de passagers par an qui utilisent ce moyen de transport. Et donc voilà, c'est quand même, en termes de portée, c'est vraiment pour nous au niveau Normandie quelque chose ce projet est vraiment emblématique et très important pour nous au niveau Normandie. Donc voilà. Beaucoup d'externalités positives, je le comprends. Merci à tous les trois pour vos présentations. Et sans transition, on va enchaîner avec notre prochain plateau, toujours autour des enjeux et des moyens. Merci beaucoup à Monsieur Descamps. Et donc, excusez-moi, on enchaîne avec notre prochain plateau autour des enjeux et des moyens et autour de l'hydrogène comme énergie des territoires urbains. L'autonomie énergétique résidentielle, ce sont des choses qui nous parlent aujourd'hui, le bâtiment à énergie positive. Et pour ça, j'accueille Hélène Pierre d'Engie Lab, le CRIGEN, qui est développeur de projet, qui a été responsable du projet GRID, hein, qui a été composé de 2 démonstrations sur le territoire dunkerquois. Et puis Olivier Pisani d'RGDS et RNUK pour le directeur du GRD, et qui est le RGDS est le premier distributeur de gaz naturel dans le Bas-Rhin. Merci à tous les deux de nous rejoindre. On va donner ça à la technique, je pense. Ah voilà, Monsieur Descamps va être heureux de récupérer son téléphone. Madame Pierre, parlez-nous un peu de GRID. Si. Voilà. Ah oui, pardon. Effectivement, on a tellement l'habitude que... Merci, Madame Pierre. Oui, donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter quelques-uns des enseignements du projet GRID. GRID qui est le premier démonstrateur Power to Gas avec injection d'hydrogène en réseau de distribution gaz naturel en France et qui s'est achevé il y a maintenant quelques mois, en fait c'était fin 2020. Et j'ai d'autant plus de plaisir de vous le présenter aujourd'hui que l'on en a régulièrement parlé en fait dans les précédentes éditions des journées d'hydrogène dans les territoires, mais que ce projet, en fait, son territoire d'accueil, c'est effectivement la communauté urbaine de Dunkerque. Donc c'était particulièrement avec beaucoup de plaisir que je présente les grands enseignements de ce projet aujourd'hui. Alors tout d'abord, je vais remettre en contexte pour rappeler un peu ce qu'était ce démonstrateur et son contenu.
Et puis ensuite, je ferai un petit focus sur les principaux résultats. Donc, GRID, sur le principe, c'est un projet qui a été lancé en 2014. 11 partenaires, dont pilotés donc, par Engie Lab, Engie et la communauté urbaine de Dunkerque, donc, qui était vraiment le territoire d'accueil et un partenaire privilégié, avec un consortium aussi de partenaires qui représentaient un peu la chaîne de valeur en fait, du Power to Gas. Donc, projet soutenu dans le cadre des investissements d'avenir et par l'ADEME, soutenu également par la région Hauts-de-France dans le cadre de REF 3 et labellisé donc par le pôle Ténerdis. Donc, ce projet d'injection d'hydrogène en réseau gaz naturel avait pour objectif de démontrer la faisabilité et de démontrer la pertinence en fait de cette chaîne qui représente en fait deux valeurs territoriales. La première valeur, effectivement, pour injecter de l'hydrogène en réseau gaz naturel, bien c'est de pouvoir en amont optimiser l'intégration des énergies renouvelables via la conversion en hydrogène lorsque l'on a des ENR, bien sûr, en surcapacité. Donc, conversion en amont et optimisation de l'intégration des renouvelables. Et en aval, effectivement, verdissement des usages gaz en milieu urbain par l'injection et l'apport dans le réseau gaz d'une part verte en fait d'hydrogène, puisque l'hydrogène est produit effectivement à partir d'énergies renouvelables. Donc deux valeurs territoriales pour ce projet. La spécificité effectivement également de ce projet, c'est qu'on a vraiment fait un démonstrateur sur site. On est dans un démonstrateur de recherche, mais en site réel, vraiment en conditions réelles, puisque l'objectif a été effectivement d'aller injecter donc une part d'hydrogène très ambitieuse en fait, puisqu'on a été jusqu'à 20% volume d'hydrogène dans le réseau gaz naturel, donc aller jusqu'à injecter 20% d'hydrogène en réseau gaz naturel dans une boucle de distribution d'un quartier neuf, en fait. Là, je précise, par contre, qu'on était dans un réseau neuf et un quartier neuf dans la communauté urbaine de Dunkerque, dans la ville de Cappelle-la-Grande, et dans la chaufferie également, dans une chaufferie également. Et donc, ce projet nous a permis également, donc, dans ce contexte-là, de pouvoir évaluer l'ensemble, en fait, des critères de cette démonstration, que ce soit sur le plan environnemental, le plan technique, bien sûr, réglementaire, sur les aspects également sociétal, sur la façon dont ce projet a été accepté, puisque l'objectif, effectivement, c'est aussi au-delà du projet, de pouvoir préparer en fait le déploiement de cette chaîne et les conditions de succès de déploiement de cette chaîne. Donc sur le slide, donc deuxième mise en contexte, et après je passerai vraiment aux principaux résultats. Les grandes étapes en fait de ce démonstrateur, il faut dire que donc il y a eu tout d'abord 4 années vraiment d'études, de tests en laboratoire qui elles-mêmes ont capitalisé sur toute une R&D précédente en fait sur ces chaînes de mix hydrogène gaz naturel. Donc 4 années préalables d'études, puis la conception effectivement de ce démonstrateur, et en juin 2018, donc ce démonstrateur a été installé dans ce quartier. Démonstrateur qui était composé d'un électrolyseur électrolyseur PEM en fait de notre partenaire donc à l'époque donc c'était Arrivage du Gène, démonstrateur PEM, un petit électrolyseur 12 normomètres cubes, donc là on parle maintenant de 100 mégawatts, là on était vraiment sur un tout petit électrolyseur, puisque l'objectif effectivement c'était d'arriver sur de la faisabilité, de prouver effectivement la faisabilité de cette chaîne. Produisant donc de l'hydrogène allant vers un stockage. Donc, Société McPhy, c'était un stockage solide, donc qui est très innovant, tout comme l'électrolyseur d'ailleurs dans le cadre de cette démonstration. Et ensuite, cet hydrogène allait vers un poste de distribution qui a été développé et opéré par
par GRDF donc dans le cadre du projet et effectivement qui avait donc pour objectif de contrôler et puis de monitorer en fait l'injection en réseau sur le plan de la qualité et puis du respect de la consigne du pourcentage d'hydrogène, puisque par contre on n'allait pas au-delà de 20% d'hydrogène en réseau. Donc 22 mois donc juste dans cette démonstration avec une montée finalement par palier. On n'a pas été du jour au lendemain à 20% d'hydrogène bien sûr en réseau gaz. Dans le cadre de cette démonstration, on a commencé par 6%, 10%, 20% et à la fin du projet, on a fait varier en fait le pourcentage d'hydrogène en réseau gaz, parce que l'objectif du Power-to-Gas c'était bien ça, hein, c'est de dire lorsque l'on a des énergies renouvelables qui sont disponibles à bas coût, eh bien on injecte, en fait on transforme en hydrogène, on injecte dans le réseau gaz, mais lorsqu'on n'en a pas, en fait on n'injecte pas. Donc il faut bien que le réseau puisse accepter une part variable en fait d'hydrogène. Donc effectivement, voilà on a fait donc une injection par palier pendant quasiment 2 ans, avec à chaque étape des REX qui ont été faits, notamment par GRDF avec l'administration, et puis à chaque étape également des mesures en fait des émissions pour avoir collecté un ensemble de données nous permettant d'alimenter et de nourrir les résultats de ce démonstrateur. Donc si je passe effectivement maintenant sur cette slide rapidement qui donne un peu les principaux enseignements de ce projet. Donc tout d'abord, le principal, c'est que ce projet a été un succès, c'est-à-dire les objectifs que l'on s'était fixés de démontrer la faisabilité technique, la pertinence environnementale de l'injection d'hydrogène en réseau, et là en l'occurrence testé en situation réelle en réseau neuf et quartier neuf, a été un succès. Un succès technique déjà dans la mise en place de ce démonstrateur et de l'ensemble de ces briques qui, au-delà, entre électrolyse, stockage, poste d'injection, au-delà de leur nouveauté, de l'innovation qu'elles représentaient, il y avait un vrai challenge en fait de piloter, d'intégrer, de piloter l'ensemble de ces briques dans une logique Power-to-Gas, et c'est finalement un succès qui a été fait, donc un succès du projet. Deuxième point, dire effectivement que le réseau de gaz naturel et les usages gaz des clients qui étaient sur ce quartier et qui étaient vraiment complètement conventionnels gaz naturel. On n'a rien changé ni adapté à ce réseau et à ses usages. Se sont en tout cas complètement bien comportés, donc avec ce mélange hydrogène jusqu'à effectivement 20%. Il n'y a eu vraiment, montrant finalement la résilience de cette chaîne, on n'a eu aucun incident bien sûr constaté en matière de sécurité, tout s'est parfaitement déroulé. Et effectivement, on a montré au travers effectivement de ce projet que l'on pouvait, ce que l'on pouvait effectivement réaliser. Une très bonne qualité d'hydrogène aussi qui a permis de respecter les spécifications dans la problématique de l'injection. Les bénéfices environnementaux, puisque c'est ça aussi que l'on voulait tester dans le projet, c'est donc les bénéfices environnementaux apportés par l'injection de 20% qui ont été confirmés, avec réduction des émissions de CO2 de 6%, avec réduction également des polluants locaux, que ce soit les NOx ou les émissions de CO, et puis une augmentation des rendements aussi, là aussi en mesuré au travers de ce projet, finalement par meilleure hygiène de combustion, on avait un rendement amélioré des chaudières et donc un gain en efficacité énergétique. Et puis, donc, sur cette diapositive, une bonne acceptabilité sociale en fait, de ce projet chez les habitants qui étaient très en demande en fait, d'informations. Informations qui leur ont été effectivement données dans le cadre du projet et pas de, je dirais, d'inquiétude particulière par rapport à ce projet à partir du moment où ils en étaient bien informés de l'ensemble de ses tenants et de ses aboutissants. Pour terminer, vraiment simplement vous dire effectivement que finalement ce projet, ça pave finalement un scénario, le verdissement en fait, une logique de verdissement finalement aujourd'hui des usages du gaz naturel. C'est une chaîne qui, aux côtés des autres, bien sûr, Julie Pinel l'évoquait tout à l'heure, que ce soit la méthanation, que ce soit le biométhane, etc. Mais c'est une filière qui peut en tout cas contribuer, jouer un rôle dans le développement et le verdissement en fait, des usages du gaz.
les infrastructures, on constate des belles synergies en tout cas aujourd'hui entre hydrogène et gaz naturel, et un rapport en fait qui a été fait dans le cadre, en suivi en tout cas de ce projet à la demande des ministères par les opérateurs gaziers, met en évidence effectivement qu'on peut tout à fait à court terme envisager, alors sur certains endroits, donc il y a bien sûr une étude qui est réalisée pour déterminer effectivement les lieux donc par les opérateurs gaz. On pourrait aller rapidement vers 6% d'hydrogène injecté en réseau gaz et voire 10% effectivement à terme en 2030 comme une cible atteignable. Alors bien sûr avec des études préalables et c'est en ce moment une roadmap des opérateurs gaziers. Donc pour conclure, simplement dire qu'on a fait une étude de marché, que les collectivités locales qu'on a interrogées sur la base de cette nouvelle filière, en tout cas, ont montré un intérêt, alors en même temps très pragmatique, bien sûr, il faut en regarder toute la logique d'industrialisation, mais en tout cas, c'était une chaîne qui vraiment intéressait, une nouvelle énergie qui intéressait les collectivités. Et sachant que, bien sûr, là, on était sur un démonstrateur de recherche. Un GRID, c'est un démonstrateur de recherche. Le projet s'est terminé en 2020. Donc, après, lorsque l'on voudra passer effectivement en phase d'industrialisation, il faudra nécessairement monter en taille. Passer à l'échelle. Merci, Madame Pierre, pour cette présentation qui ouvre de belles perspectives pour cette technologie. Et justement, on va changer complètement de technologie. Depuis ce matin, on a parlé beaucoup d'électrolyse de l'eau, mais beaucoup moins de la solution que vous allez nous présenter, Monsieur Pisani. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais vous dire. Je m'excuse par avance, je ne vais pas vous parler d'électrolyseur du tout dans cette présentation, en tout cas pas directement. Et donc, si on peut voir la première slide. Oui. Pardon. Voilà, donc la deuxième alors. Voilà, donc je vais vous parler d'un premier démonstrateur industriel de production d'hydrogène vert par thermolyse de biomasse en environnement urbain. Alors ça fait beaucoup de mots. En environnement urbain, en l'occurrence, c'est celui de l'Eurométropole de Strasbourg, et je vous expliquerai pourquoi, en fait, nous, on est partenaire d'un tel projet. Alors revenez un peu en arrière, s'il vous plaît. C'est un petit peu trop tôt. Voilà. Alors déjà, effectivement, je pèse mes mots. Donc hydrogène vert, biomasse. On l'a bien vu en fait dans tous les échanges tout à l'heure. On n'est pas dans la ligne directrice, dans la pensée unique, en fait, de bien-pensants du projet hydrogène. Ce que je retiens quand même, c'est que moi j'ai entendu des choses intéressantes tout à l'heure lors de l'intervention, l'introduction de l'ADEME. C'est que en France, on avait des atouts. Et ces atouts, c'est notamment le fait d'être présent sur tous les maillons de la chaîne, quelque part, d'avoir pu expérimenter des choses en avance des politiques peut-être, et donc du coup faire qu'aujourd'hui, des solutions multiples existent et peuvent matcher finalement avec le territoire. Ça, c'est important. Alors, pourquoi ce projet sur une métropole comme l'Eurométropole de Strasbourg ? Eh bien, d'une part, l'Eurométropole de Strasbourg, comme d'autres métropoles, vont bientôt mettre en place une zone à faible émission. Alors, le calendrier n'est pas encore complètement arrêté, devrait être voté pour nous, normalement, le 24 septembre, donc ça va vite arriver. Et il est évoqué, en fait, une fin des diesels et des véhicules critères 2 d'ici le 1er janvier 2028. Donc, ce qui nous laisse finalement un peu plus de 6 ans. C'est pas énorme dans une transition aussi importante que celle-là. Donc l'Eurométropole de Strasbourg, c'est quoi? C'est 500 000 habitants directs, mais par effet de drainage de l'activité, c'est une très grosse partie finalement donc, du département du Bas-Rhin et des véhicules qui vont être concernés par la mise en place de cette ZFE. Donc le Bas-Rhin, c'est 1 200 000 habitants, donc pas la prétention qu'effectivement tous passent par Strasbourg et l'Eurométropole tous les jours, mais c'est pour vous donner en fait un ordre d'idée de l'impact que cela peut avoir. Et d'autre part, aujourd'hui, nous sommes exploitants donc, de stations bio-GNV, et le bio-GNV est une solution tout à fait appropriée aujourd'hui à la transition énergétique, bien sûr, mais en fait, on s'aperçoit que quelque part, les lignes bougent là aussi,
Pour preuve, l'Europe, le 14 juillet dernier, la Commission européenne a annoncé dans son Green Deal européen la fin des moteurs thermiques à partir de 2035. Donc du coup, en fait, ces deux éléments conjoncturels renforcent notre conviction qu'il est nécessaire d'accompagner en fait une mobilité décarbonée sur le territoire sur lequel on opère, en l'occurrence celui de l'Eurométropole de Strasbourg. Et c'est ça qui donne du sens au projet que nous développons avec notre partenaire Air Inoca pour la production d'hydrogène vert sur le territoire et à partir de thermolyse de biomasse. Alors, pourquoi la thermolyse de biomasse? Pourquoi avons-nous choisi un procédé si peu conventionnel? Eh bien, en fait, pour plusieurs raisons. Je vais vous montrer en fait en quoi il se différencie des solutions traditionnelles à partir d'électrolyse de l'eau. Eh bien, d'abord, à plusieurs titres, on est vraiment face à une innovation de rupture. D'abord, par les hauts rendements énergétiques que le procédé développe. On peut atteindre, avec la valorisation de la chaleur fatale, avec la valorisation du biochar, un rendement de 80%. Je dirais, on est peut-être 10 points au-dessus de ce qu'on peut atteindre avec des électrolyseurs. On vise, dès la mise en service, qui devrait arriver, je dirais, fin 2022, début 2023, avec un prix à la pompe qui va être directement compétitif avec celui de l'hydrogène, donc avec celui du diesel, donc en première génération. En fait, on vise les 10 € le kilo. Alors, j'ai entendu 7, 8, mais pour nous, c'est tout à fait atteignable, cette perspective-là. Et en plus, on va produire un composé qui s'appelle le biochar et qui, j'y reviendrai, va participer également donc, à l'amendement des sols et à toute la chaîne de valeur agronomique. Mais c'est également une innovation en fait complètement intégrée à l'écosystème territorial, puisque on va collecter la biomasse, donc essentiellement des plaquettes forestières, dans un rayon de moins de 100 km. Alors c'est vrai qu'on est dans une région très forestière qui s'y prête bien, on n'est pas la seule en France non plus. Et donc on le voit bien que par cette filière-là, on va apporter un soutien aux filières agroforestières. On va créer des emplois locaux, mais également aussi, de par la particularité du projet et de son mode de fabrication, les éléments principaux de ce projet vont être également fabriqués dans le Grand Est. Donc on a vraiment une filière vertueuse. Et pour rassurer plutôt Bruno Le Maire, en fait, on n'ira pas subventionner les Chinois. Donc ça, c'est important aussi. Et j'y viens, en fait, je m'étais promis de ne pas parler d'électrolyseurs, mais je vais un petit peu en parler quand même. En fait, on a une production continue qui est sans impact sur les réseaux électriques. Alors, sans impact, pourquoi? Parce que déjà, on ne va pas les saturer puisqu'on ne va pas les utiliser. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et puis, tirer des lignes électriques, on sait bien que ça pose des problèmes d'acceptabilité. Donc voilà, donc ça part d'importance également. Et le corollaire, c'est que les prix, effectivement, donc de cet hydrogène va être lui aussi décorrélé du prix de l'électricité et des aléas climatiques, puisque ça peut fonctionner même si on n'a pas de vent, ça peut fonctionner même si on n'a pas de soleil, enfin pas trop, il faut bien que la biomasse pousse quand même un petit peu. Et je dirais même, alors on est un petit peu provocateur, une tempête, ça peut faire du bois à foison, et donc du coup, ça peut avoir une influence sur le prix de la biomasse. Mais bon, ne soyons pas oiseaux de mauvaise augure. Mais pour prendre des choses beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus actuelles, le dérèglement climatique, en fait, nuit beaucoup aujourd'hui à la croissance et puis à la vitalité des arbres. Notamment, ceux-ci peuvent être attaqués aujourd'hui par des maladies dont les scolytes sont à l'origine. Et c'est vrai que ce bois, il devient impropre en fait au bois d'œuvre. Et donc, du coup, c'est du bois qu'on peut aussi en fait valoriser dans un processus de production d'énergie. Et puis, on a un bilan carbone qui est en fait très favorable, voire négatif, puisque le biochar, donc c'est un résidu solide que l'on récupère donc après la phase de thermolyse de la biomasse, et quand il est en fait valorisé dans le sol, eh bien pour une station comme celle de Strasbourg,
qui est destiné à la mobilité, hein, donc qui va produire à peu près jusqu'à 700 kg d'hydrogène par jour, donc à peu près 245 tonnes par an, eh bien c'est à peu près 3500 tonnes de CO2 qui peuvent être séquestrées avec cette valorisation agricole, donc enfin agronomique. Donc c'est vraiment quelque chose de très vertueux et qui, je pense aussi, c'est important de le mettre en avant pour montrer que aussi, à l'échelle des territoires, il y a des solutions qui sont adaptées à ces territoires, qui sont très vertueuses. Alors, sur cette slide-là, juste pour voir un petit peu concrètement à quoi ça va ressembler, vous avez au premier plan une station hydrogène avec des pistes camions, et puis dans le fond, une vue d'artiste. Je ne sais pas si au final, ce sera exactement ce design-là, mais en fait, vous voyez la solution de production d'hydrogène qui est attenante, hein, finalement, à la station. Cette station, avec une production de 700 kg jour d'hydrogène, va pouvoir nous permettre d'alimenter jusqu'à 30 bus par jour, 22 poids lourds, enfin, ou 22 poids lourds, c'est toujours du ou, hein, parce qu'on ne peut pas tout alimenter en même temps, ou également donc à peu près 70 véhicules utilitaires légers, ou jusqu'à 150 véhicules légers également, même si ces véhicules légers ne sont pas une des priorités, effectivement, je dirais, donc immédiates. C'est important de le souligner, puisqu'on a quand même des constructeurs qui y croient, hein, Toyota, Hyundai. Donc, à un moment donné, ce sont les consommateurs qui décideront. Vous avez deux beaux véhicules, pour ceux qui ne les ont pas vus, devant le Cursal. Tout à fait. Voilà. Oui, et j'insiste sur le fait, effectivement, que ce sont les consommateurs, au final, qui décideront de l'usage. Donc, il faut être en capacité de répondre aussi à leurs besoins. Et pour résoudre le dilemme de l'œuf ou la poule, mais en fait, finalement, on a décidé de ne pas le résoudre, hein. Donc, on fera à la fois des œufs et des poules. Et donc, c'est important d'arriver avec une solution pour aussi donner envie, en fait, aux industriels de passer à l'hydrogène. Alors, dans le Grand Est, RGDS, je pense que c'est un petit peu quelque chose de... Enfin, il ne me semble pas l'avoir vu ailleurs. On a été assez innovant. On a lancé un club innovateur. Alors, le but, c'est de fédérer les industriels qui, aujourd'hui, seraient tentés par l'aventure hydrogène en leur pré-réservant des capacités sur cette station Erinoca, en leur faisant peut-être bénéficier de tarifs attractifs pendant un certain temps, de leur mettre à disposition un interlocuteur unique qui va les accompagner dans leur projet. Et tout ça, en fait, ça se concrétise déjà. Alors, on a un, mais il faut bien commencer par un. Hein. On a un groupement d'entreprises indépendantes du BTP qui est déjà adhérent, Zénith, hein, et eux, ils vont, en fait, sont intéressés par la mobilité. Mais bien évidemment, la mobilité n'est pas l'essentiel, en fait, de notre intérêt pour cette, pour cette production d'hydrogène, puisque nous nous intéressons aux industriels, hein, dans leur process, même s'ils ont des besoins également de mobilité. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment en phase de démarrage, hein, de ce club innovateur. On projette de l'inaugurer en fin d'année, avec en même temps que la pose de la première pierre de ce projet Erinoca, qui aujourd'hui est en démonstration. Donc voilà. Merci beaucoup, Monsieur Pisani, et bravo pour cette initiative. Merci, Madame Pierre. Et on va finir notre séance. Merci à vous et à très bientôt. On va finir notre séance et c'est Jean qui prend le relais. On en a encore pour 10-12 minutes, donc soyez là, mais je crois que ça vaut le coup. On accueille Laurence Mine, qui est chef de projet hydrogène dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, j'avais envie de dire, vous êtes notre père ou notre mère à tous, puisqu'en fait, le projet Zero Emission Valley, c'est le premier projet qui a eu lieu en France sur des flottes captives. Donc, c'est très intéressant pour le retour d'expérience et puis le développement de ce projet. Donc, je vous laisse la parole. Merci. C'est toujours un petit peu dur de conclure. Et quand on passe en dernier, il reste peu de temps. Donc, je vais essayer de faire bref et concis. Donc, le projet... si on peut passer à la slide suivante, le projet Zero Emission Valley, donc c'est un projet multi-acteurs, qui a été initié en 2017 en répondant au blending call de la Commission européenne, mécanisme pour l'interconnexion en Europe, et qui avait pour ambition donc de déployer la mobilité hydrogène en région Auvergne-Rhône-Alpes,
avec l'implantation de 20 stations hydrogène, les capacités de production associées et l'aide à l'acquisition de 1200 véhicules. Au départ, c'était 1000 en partenariat, enfin en contractualisation avec l'Europe. Puis nous avons répondu à un appel à projet de l'ADEME et 200 véhicules supplémentaires ont été cofinancés avec une subvention de 14,4 millions d'euros de l'ADEME, sachant que l'Europe, elle, a mis 10 millions d'euros sur le projet. Donc en tout, le budget global est de 70 millions d'euros. Et c'était un projet issu d'une volonté au départ de la région et de deux grands industriels que sont Engie et Michelin. Après on peut passer, voilà. On a utilisé un outil innovant, enfin je dis on, mais moi j'ai rejoint le projet il y a très peu de temps, donc je n'étais pas à l'époque dans la construction de ce projet, mais un outil très innovant a été mis en place. C'est une société commerciale, une SAS, qui est en fait un partenariat public-privé, puisque la région est actionnaire majoritaire de cette société à hauteur de 33%, avec bien sûr les deux industriels, Engie et Michelin, mais également la Banque des Territoires et le Crédit Agricole. Et en parallèle donc, de cette société qui a pour mission d'implanter les stations et de participer à la commercialisation des véhicules, la région, elle, a mis en place un appel à projet pour aider à l'acquisition des véhicules avec bien sûr les subventions de l'Europe, de l'ADEME et des fonds régions également. Je vais vous faire un bref survol du réseau actuel. On a en ce moment une station qui est en service, qui est à Chambéry, et puis 5 nouvelles stations qui vont voir le jour au premier trimestre 2022 sur Clermont-Ferrand, 2 sur Lyon, une à Grenoble et une sur Moutier en Savoie. Et pour l'instant, il y a plus de 500 intentions de commande de véhicules, parce que l'idée, c'est pour qu'une station soit rentable, il faut un minimum de 50 véhicules. Et à la base, le projet était, vu qu'en 2017, on ne parlait pas de véhicules lourds, il était basé uniquement sur des véhicules utilitaires légers. Donc, c'est pas évident, vu l'offre actuelle de véhicules. Et on a environ 40 véhicules qui sont en cours de conventionnement. Et donc du coup, on est en train d'évoluer, de faire évoluer le projet vers un écosystème régional et de passer de la mobilité légère à la mobilité lourde, puisqu'aujourd'hui les véhicules lourds sont disponibles. Donc la région, en tant qu'autorité organisatrice des mobilités, se veut d'être exemplaire et donc a déjà commandé 3 rames de train, a pour projet d'investir dans 50 autocars et également des bus à haut niveau de service, mais elle aide aussi les collectivités du territoire dans les demandes de financement de leurs transports urbains et collecte d'ordures ménagères, donc avec des bus et des bonnes bennes à ordures ménagères. L'idée aussi, c'est de développer le transport de marchandises avec les camions et de développer aussi tout un écosystème de montagne avec des dameuses hydrogènes. Donc bien sûr, il y a sur tous ces véhicules, sur les cars, on en parlait tout à l'heure, des cars rétrofités, enfin beaucoup sur les dameuses également, du rétrofit de matériel roulant actuellement au diesel. Donc en fait, ça implique aussi d'augmenter la capacité des stations qui initialement étaient prévues à 350 bars, donc de les passer à 700 bars pour pouvoir alimenter les véhicules lourds. Et on a aussi revu, à la base, il était prévu 20 stations et 14 électrolyseurs, et on s'est rendu compte, pour des questions de coûts, qu'il fallait réduire le nombre d'électrolyseurs, donc avoir plutôt 3 gros électrolyseurs sur 3 bassins, en Auvergne, Vallée du Rhône et sur le sillon alpin, pour rentabiliser et obtenir un coût d'hydrogène
plus rentable. Mais en termes d'usage, est-ce que par rapport aux business plans initiaux qui ont été faits, est-ce qu'il y a eu plus d'usages? Est-ce que vous avez réussi à développer plus d'usages que prévu, ou plutôt moins, ou comme vous l'aviez prévu? Au départ, il était prévu, donc c'est des flottes de véhicules utilitaires, des flottes captives en fait pour les entreprises. Et là, on est en train de faire basculer le projet en fait vers de la mobilité un peu, plus lourde. Donc, mais tout en gardant quand même un nombre de véhicules utilitaires nécessaires pour alimenter. Mais c'est vrai que le marché, en fait, ce qui a été un des obstacles du projet, c'est le manque de disponibilité de véhicules utilitaires. Donc ça, après, la crise sanitaire n'a pas aidé, parce qu'avec la crise des semi-conducteurs, il y a eu une pénurie aussi, un retard dans les livraisons. Donc c'est vrai que la Commission européenne nous a accordé une année supplémentaire. Normalement, le projet devait se terminer en fin 2023. Il est décalé à fin 2024. Donc c'est vrai qu'il y a des contraintes en fait, qui ont fait que le projet évolue tant en termes de réseau de distribution qu'en termes de production, mais aussi au niveau des usages. Il y a des flottes on a des clients qui sont des taxis sur Chambéry déjà actuellement, donc qui ont des Nexo ou des Hyundai. Nexo c'est Hyundai, pardon, des Mirai, Toyota Mirai. On a principalement pour l'instant des Kangoo hydrogène qui circulent, mais on attend avec impatience la sortie des flottes de véhicules de Stellantis d'ici la fin de l'année, et voir aussi avec Renault comment ils se positionnent sur la sortie de leurs véhicules utilitaires. Alors peut-être un petit mot sur le rôle particulier de la région. Alors vous l'avez dit, c'est l'autorité organisatrice de la mobilité pour la région, ça c'est clair. Mais en même temps, les territoires, les collectivités ont aussi leur autonomie, ont aussi leur choix. Comment s'est fait ce rôle de cristallisation en fait? Est-ce que c'est la décision de faire répondre à un appel à projet européen? Est-ce que c'est la décision de subventionner largement? Comment ça s'est organisé au départ pour arriver justement à avoir la masse critique initiale et puis après continuer à la développer? Alors en fait, dans le cadre du projet ZEV, on a des interlocuteurs dans les collectivités territoriales, on a des coordinateurs locaux qui sont là pour chercher du foncier, pour nous aider, parce que nous, on ne connaît pas aussi bien que le territoire. Donc la recherche de foncier, mais également l'aide aussi auprès des acquéreurs de véhicules, le lien aussi avec le producteur de la station. Enfin, il y a tout un système qui s'est mis en place principalement sur Chambéry, la station existante. Mais dans le cadre là de l'évolution de cet écosystème vers la mobilité lourde, la région a coordonné en fait une réponse à l'appel à projet, qu'elle va déposer la semaine prochaine, avec les collectivités territoriales de la région, pour justement essayer de faire en sorte que les véhicules lourds qui peuvent être utilisés dans le cadre des transports urbains ou de la collecte d'ordures ménagères des collectivités puissent s'avitailler dans les stations ZEV existantes ou à venir. Bien, écoutez, un grand merci et bonne suite au projet Zero Emission Valley. On suivra d'année en année maintenant. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci, on peut vous applaudir, oui. Alors, on va terminer notre journée qui a été très dense. Je voudrais vous donner quelques petites informations. Il y a la réunion des délégués régionaux de France Hydrogène qui va se tenir dans une salle au-dessus maintenant, tout de suite. Vous avez rendez-vous aussi à 17h45 sur le deck, je crois, avec Philippe Croison. Philippe Croison est quelqu'un qui a décidé de faire le Dakar avec un véhicule à hydrogène. Je crois qu'il
qu'il a une expérience passionnante, humaine, qui le touche dans son corps propre et qui l'a amené à dépasser les limites. Et il me semble que l'hydrogène est une belle métaphore de dépassement des limites. En tout cas, toute la journée, on en a parlé. Donc Philippe Croison vous attend à 17h45 sur le DEX. Donc c'est la façade Océan, c'est à l'intérieur ici, là, au-dessus, c'est la petite estrade qui est derrière les stands face à la mer. Et puis, on se retrouve à 18h30 pour l'apéritif, avec notre soirée festive qui suivra. Mais l'apéritif, alors vous faites le tour du Cursal et vous allez voir les bars qui font face à la mer, qui vous accueilleront. L'apéritif est sponsorisé par Inamix et je crois que vous avez normalement sur vos badges un coupon vert avec un coupon vert qui vous permettra de rentrer pour prendre l'apéritif et puis après le repas se fera à l'intérieur ici, mais donc rendez-vous à 18h30 de l'autre côté. Et puis demain, le rendez-vous est à 9h ici dans la salle et soyez à l'heure parce que nous serons très nombreux demain. Merci, bonne soirée.